Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin à 10 heures. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, que ce soit en direct ou sur le replay sur YouTube, évidemment, pour nous dire ce que vous pensez de l'émission et quel invité vous aimeriez que je reçoive dans les prochaines semaines et les prochains mois. Aujourd'hui, je reçois Romain Bensoussan après un passage chez CoinShare, pionnier des produits d'investissement en Europe. Il a rejoint récemment Dutch Digital Assets comme Heads of Sale. Et en 2025, il prend donc la tête du bureau parisien de DDA pour développer les ETP crypto en France et rapprocher les investisseurs institutionnels d'un marché en pleine restructuration. Mais avant de le recevoir, eh bien, laissez-moi vous parler du partenaire de cette émission. Il s'agit de l'école blockchain Alira, qui est littéralement la première école blockchain de France, puisque depuis 2019, ils ont formé plus de 2500 apprenants, moi le premier, puisque j'ai fait ma formation en consulting blockchain il y a 2 ans maintenant au sein de cette école. Donc, ils proposent plusieurs modules de formation, un module blockchain, soit en consulting, soit en développement, soit sur un module dédié à la finance décentralisée, si vous souhaitez maîtriser tous les concepts et tous les mécanismes qui vous permettent de faire fructifier votre argent, emprunter, prêter, etc. et de façon complètement décentralisée. Ils ont également un module IA, intelligence artificielle, donc soit là aussi sur un parcours consulting, soit sur un parcours de développement informatique en intelligence artificielle. Vous pouvez faire ces formations à titre personnel, vous pouvez également les faire au sein de votre entreprise pour vos salariés. Donc ça aussi, ça se fait de plus en plus. Et puis surtout, ils ont lancé une nouvelle formule que je trouve très intéressante et que je vous invite à tester puisque c'est gratuit. En fait, vous avez 4 heures de formation crypto et 4 heures de formation IA dont vous pouvez bénéficier complètement gratuitement. Pour ça, je vous invite à vous rendre directement sur le site internet grâce au lien que vous trouverez en description de la vidéo. Je vous le mets également dans les commentaires dans quelques secondes. Alors, l'avantage, c'est que les formations sont pour la plupart certifiées par le ministère du Travail et donc elles sont éligibles à toutes les aides possibles et imaginables, CPS, la région, France Travail. Moi-même, elle m'a coûté 0 grâce effectivement à France Travail qui a pris en charge l'intégralité de la formation. Alors, quand vous faites la formation, l'avantage, c'est qu'elle s'adapte à votre mode de vie puisque c'est en général le soir après le travail. Vous avez aussi des formations que vous pouvez aller consulter en ligne complètement à distance et quand vous voulez. Et vous pouvez bénéficier de l'accompagnement, des lives d'experts du secteur de la crypto parmi les plus connus, parmi les plus grands professionnels du secteur. Et moi-même, j'ai la chance d'intervenir pour la partie marketing Web3 et personal branding. Donc, si vous faites une formation, eh bien, vous m'aurez en tant que formateur pendant au moins 2 à 3 modules et ce sera avec grand plaisir. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous directement en vous rendant sur le site internet grâce au lien dans la description et utiliser le code GRM100 si vous souhaitez bénéficier de 100 € de remise sur l'ensemble des formations que Alira propose. Voilà, et merci encore à Alira pour le soutien depuis toutes ces années. Alors écoutez, si vous êtes prêts, moi je le suis, je vous propose qu'on reçoive mon invité du jour, Romain Bensoussan. Bonjour Romain, salut, comment vas-tu? Bonjour Jérémy. Eh ben écoute, tout va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, merci à toi d'avoir pris le temps de venir nous raconter un petit peu ton parcours, ton expertise, ta vision aussi. On va parler pas mal de vision, comme je disais en introduction, d'un écosystème qui est quand même en grande restructuration. On le voit ces dernières années, mais je crois que c'est surtout ces derniers mois. Et on verra justement les ressorts de cette métamorphose. J'en profite avant, évidemment, pour faire un petit coucou à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, soit des demandes de précision, soit vous n'êtes pas d'accord avec Romain. Voilà, vous n'êtes pas d'accord. Avec plaisir, c'est l'idée.
Non, mais surtout, voilà, n'hésitez pas si vous voulez lui poser des questions, en savoir plus, puisqu'on va parler de sujets aujourd'hui passionnants. Alors, on va commencer, comme j'aime bien avec mes invités, Romain, si tu veux bien, par s'intéresser à toi d'abord, puisque c'est important de savoir un petit peu d'où tu parles, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a forgé dans ce secteur dans lequel tu évolues aujourd'hui. Et on va parler un petit peu de toi et du petit Romain, si tu veux bien. Ah bah, avec plaisir. C'était qui le petit Romain quel genre d'enfant ou d'ado tu étais plutôt? Alors, eh ben, écoute, j'étais un petit Romain, très timide. Il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour me faire parler, pour me faire parler à des gens que je ne connaissais pas, pour me faire parler à du public. Et donc j'ai tendance à dire que je me rattrape maintenant pour toutes les fois où j'ai pas parlé avant, parce qu'aujourd'hui, c'est au contraire un exercice qui me plaît plutôt bien. Donc non, le petit Romain, il est plutôt timide. Mais le petit Romain est déjà assez bosseur voilà, et aime bien travailler. Donc voilà, c'est des choses importantes, surtout dans nos domaines, dans cet écosystème. Et puis petit à petit, bah, le Romain a fait de la musique, monté sur scène. Et puis bah, voilà, la timidité, on l'a combattu avec le temps. Et aujourd'hui, bah, voilà, je fais un métier de bavard, comme je dis. Justement, alors c'est amusant de voir que tu es directeur commercial. Chez CoinShare, on y reviendra, tu étais aussi dans le secteur sales, donc vraiment dans la vente. Ton métier, c'est de faire des deals, en fait. Donc, Exactement. contre-intuitif avec la timidité, mais en même temps, on voit qu'il y a eu cette métamorphose, elle s'est faite, tu dis, grâce à la musique, grâce à la scène peut-être. C'est quoi comme musique que tu fais? Alors ouais, grâce à la musique, pas mal de choses, de la guitare, du piano, j'ai fait pas mal de chants, j'avais des groupes de rock à l'époque, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, donc ça a pas mal, ça a pas mal aidé. Et puis après, sur plus la partie école, donc un petit peu plus tard, j'ai fait un peu de débat parlementaire. Donc pareil, toujours ce plaisir d'être sur scène, voilà, de partager avec un public. Et ben aujourd'hui, ouais, c'est important parce que c'est un métier de très bavard. J'imagine qu'on aura le temps d'en parler, mais c'est généralement un métier où il faut aimer parler et surtout à des gens qu'on ne connaît pas. Non, mais complètement. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien voilà, poser cette question qui peut paraître un peu trop général, mais c'est important de savoir d'où les gens viennent aussi pour ceux qui nous écoutent, soit parce que certains sont encore aujourd'hui timides à 20 ans, Ouais. 30 ans, et en fait, il n'est jamais trop tard pour sortir de soi-même. Ou alors, si vous avez des enfants qui, justement, sont un peu timides, un peu réservés, un peu introvertis, et que ça peut vous gêner d'une manière ou d'une autre, en fait, voilà, la métamorphose, elle a besoin parfois de déclencheurs, mais c'est la vie qui les apporte. Et donc, n'hésitez pas voilà, à leur faire tester des choses. Là, tu parlais de musique, mais ça peut être du théâtre, ça peut être du sport, Complètement. ça peut être aussi les voyages. J'ai vu que tu avais fait une partie de tes études aux Pays-Bas. Est-ce que ça t'a, là aussi, est-ce que ça t'a permis, je ne sais pas, de rencontrer une nouvelle culture, une nouvelle langue, et peut-être de t'ouvrir aussi un peu plus? Absolument, absolument. D'autant plus que alors les Pays-Bas, c'est un pays super accueillant. Les Hollandais sont vraiment, vraiment super sympas. Et voilà, dans le cadre de mes études, Erasmus aux Pays-Bas, dans une résidence étudiante. Donc, c'est des endroits où bah, en fait, la timidité existe pas parce qu'on rencontre des gens du monde entier. Voilà, j'avais deux colocataires, un Écossais et un Américain de Chicago. Donc déjà d'une part, c'est bon pour la timidité, ça permet de combattre tout ça, et puis surtout pour les langues étrangères, je recommande l'Erasmus pour ceux qui ont la chance ou qui auront la chance d'en faire un. Foncez, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment des expériences superbes. Et donc oui, ça a beaucoup aidé. Je ne peux que recommander de se challenger par rapport à la timidité. C'est comme tout, c'est une compétence qui se travaille. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise dès la naissance avec le fait de parler devant du monde. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, ça se travaille et il ne faut pas hésiter à se mettre un petit peu en dehors de sa zone de confort. Effectivement. Alors, il y a un autre élément dont tu as parlé, c'est ces débats parlementaires. Donc, Ouais, tu as été finaliste du ouais. championnat de France en 2019 ou 2020. Euh, alors, pourquoi débat parlementaire? Quel rapport avec une école plutôt de commerce que tu fais? Alors, donc, dans mon école, puis dans la plupart des écoles maintenant, il y a des assos, des associations de prise de parole.
Donc, généralement, c'est des assos de prise de parole avec des sujets assez larges. Et donc, mon école faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque la Fédération française de débat et d'éloquence, qui organisait tous les ans le championnat de France de débat parlementaire. Alors, le débat parlementaire, qu'est-ce que c'est? Le débat parlementaire, 2 équipes s'affrontent. Une équipe représente le gouvernement, donc un gouvernement fictif, et l'autre équipe représente la force d'opposition. C'est des équipes de 4 qui s'affrontent. Et donc, nous est imposé un sujet où généralement c'est une proposition de loi par le gouvernement. Et donc, l'idée du débat parlementaire, c'est donc un gouvernement qui va chercher à défendre son projet de loi et une opposition qui naturellement va être en désaccord total. Et donc, l'idée, c'est d'apporter des éléments concrets en 24 heures, parce que généralement c'est timé, donc en 24 heures, pouvoir d'un côté proposer un projet de loi qui tienne la route sur à peu près tous les plans, un budget, comme le ferait un réel gouvernement, et puis en face, avoir une opposition crédible pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut refuser ce projet de loi. Et donc, j'ai eu la chance, dans mon école, c'était proposé, j'ai testé une fois, 2 fois, puis j'ai adoré, parce que pour n'importe qui d'un petit peu curieux, que ce soit curieux politique, curieux économique, parce qu'on traitait tous les sujets, c'est un jeu super, super passionnant. Et donc, tout ce championnat nous a amené jusqu'en finale. Alors, malheureusement, on n'a pas gagné à l'époque, mais un super championnat. À l'époque, une belle finale au Panthéon à Paris. Donc, voilà, des prises de parole au Panthéon. À l'époque, c'était quand même quelque chose, hein. Je me disais, il n'y a pas grand monde qui vient faire du débat parlementaire au Panthéon. Et et puis c'était plutôt une chance parce que ce type de concours, généralement, c'est plutôt réservé à des écoles plutôt d'avocats. Il y a souvent des Ah concours. oui, les concours d'éloquence, Exactement. on entend parler surtout, c'est ça, c'est plutôt dans l'avocature. Et tu as eu une envie, à un moment donné, quelconque, de te lancer toi-même en politique ou pas du tout? C'était vraiment une expérience, j'allais dire, oratoire et une compétition. Alors, non, jamais eu vraiment d'envie de me lancer en politique. Il y a plein de sujets qui me donnent envie de me battre, et d'une certaine manière, surtout sur les sujets économiques, parce que ça me passionne. Maintenant, non, c'est resté un pur loisir. Et puis, c'était la diversité des sujets qui était super et passionnante. Et pas évident, mais très, très formateur, c'est qu'on se retrouve à défendre des sujets ou à s'opposer à des sujets avec lesquels on n'est pas forcément d'accord ou pas forcément en désaccord. C'est-à-dire que ça arrive d'être dans l'équipe du gouvernement et puis de devoir défendre un projet avec lequel on n'est pas du tout d'accord. Et ça rend l'exercice encore plus compliqué, mais c'est passionnant. Ça nous rappelle toutes ces couleuvres qu'on doit parfois avaler. C'est un peu la vie d'entreprise, c'est la vie corpo, exactement. Ouais, parfois défendre ce à quoi on ne croit pas pour des intérêts, disons, supérieurs. C'est la vie corpo. Ouais, c'est intéressant, OK. Alors justement, qu'est-ce qui te destine, au commerce et à la finance, plus généralement, à un moment donné? Est-ce que c'est les maths? Est-ce que c'est l'actualité? Est-ce que c'est tes lectures? Des personnes que tu as rencontrées? Des stages que tu as faits? Mmh. Alors, c'est venu assez tard, c'est venu même très tard. Alors moi, je fais une école de commerce, parce que, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent. L'économie, c'est un sujet, qui me passionne. Donc je me dis: «Je vais faire une école de commerce», ça se veut assez, généraliste, et puis il y a plein de sujets super intéressants. Donc je fais une école de commerce. La finance, ça vient très tard parce qu'en maths, je suis pas très doué. J'ai jamais été, très besogneux sur la partie mathématiques, mais donc ça vient assez tard et ça vient un petit peu par hasard. Donc j'ai alors pour toute l'histoire et puis c'est aussi le lien avec l'histoire crypto parce que moi, la partie finance est arrivée en même temps que la partie crypto, étrangement. Donc en troisième année ou quatrième année d'école, troisième année plutôt, j'ai un professeur de finance de marché, s'il écoute, qui se reconnaîtra, qui travaillait à l'époque chez Crédit Suisse. Donc on avait ces professeurs qui étaient intervenants, hein, qui n'étaient pas professeurs à temps plein, qui avaient un boulot à côté. Donc il était gérant de portefeuille chez Crédit Suisse à l'époque, qui nous donne un cours passionnant et qui commence tous ses cours de la même manière par une session de questions ouvertes où on a 5 minutes où on peut poser n'importe quelle question. Donc la plupart des questions, c'est voilà, quelle action il faut acheter, comment ça se passe, est-ce que c'est comme dans le loup de Wall Street, enfin des questions assez classiques. Et puis il y avait cette question récurrente quasiment toutes les semaines sur est-ce que c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin. Alors on est en 2017 à l'époque. Et donc, ce professeur, un petit peu avec des pincettes, parce qu'à l'époque, c'est tout jeune, hein, enfin, c'est encore plus jeune, dit, voilà, c'est une classe d'actifs très volatile, il y a des risques, mais voilà, je vois quand même un avenir sur la technologie sous-jacente, etc., etc. Et donc, petit à petit, je commence à regarder et à me dire, est-ce que je peux pas en acheter avec de l'argent de poche étudiant, est-ce que je peux pas en acheter un petit peu?
Et donc, à l'époque, j'ouvre un compte Coinbase et j'achète à l'époque l'équivalent de 50 € de Bitcoin. Alors, j'étais comme un petit fou, je ne maîtrisais pas du tout, c'était une catastrophe. Et donc, je surveillais ça à peu près tout le temps. Et donc, je voyais mes 50 €, ça se transformait en 55 €. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je revendais 5 € pour encaisser mes gains. Et puis, je me disais, je vais laisser tourner 50 €. Bon, débutant absolu. Et puis, donc, débutant absolu, je commence à me renseigner sur d'autres cryptos. Et là, je tombe à l'époque sur la crypto un peu tendance, le Ripple. Bon, j'ai un avis très tranché aujourd'hui sur le Ripple, mais à l'époque, je ne l'avais pas. Et donc, je tombe sur le Ripple et je me dis, mince, il faut que j'achète du Ripple. Alors, sur Coinbase, à l'époque, le Ripple n'est pas disponible parce qu'aujourd'hui, bon, tout est simple d'accès, mais à l'époque, ce n'était pas aussi facile. Il fallait aller sur Binance. Et Binance, à l'époque, ne proposait pas l'achat en euros. Hein, c'était avant tout ça. Donc, je me retrouve à devoir transférer du Bitcoin pur de Coinbase à Binance. Enfin, bon, à l'époque, c'est toute une galère. J'achète du Ripple. Ça a été une catastrophe. Ça a été une énorme paume. Mais donc, c'est comme ça que je mets un pied dans la crypto. Et c'est un truc que j'ai suivi pendant des années, jusqu'à la fin de mes études. Et je me retrouve dans cet univers crypto-finance un petit peu par hasard. C'est-à-dire que je me retrouve à devoir faire un stage de fin d'études et je le trouve à Londres en fusion-acquisition. Donc, rien à voir. Et on est fin 2019, début 2020. Et là, arrive donc le Covid et arrive donc le moment où mon futur employeur à Londres me dit Romain, je suis navré, mais je ne peux plus accueillir d'étudiants internationaux parce que les frontières, etc. etc. Donc, désarroi parce que j'ai plus de stage. Et donc, ce monsieur-là, très sympathique, me dit attends, j'ai des potes qui ont lancé une boîte à Paris qui s'appelle le groupe Napoléon. Ils ont lancé une boîte il y a quelques temps. Ils font de la finance. Ils font notamment un focus sur la partie crypto. Je vais les contacter. Sait-on jamais si je peux te dépanner d'un stage, ça pourra t'aider. Et donc, il me met en relation et ça a matché avec le groupe Napoléon. J'ai passé après quelques années là-bas. Ça a bien matché. Et donc, c'est un premier pas dans la finance, la crypto, un petit peu au hasard, parce que j'étais parti pour faire de la fusion-acquisition à Londres. Alors, ça devait être également passionnant. Mais voilà, un petit peu par hasard et grâce au Covid, d'une certaine manière, je me retrouve dans la crypto à Paris. Et ça a été le coup de foudre. Alors justement, c'est intéressant parce que donc là, le sort va faire que tu vas travailler dans ce que tu avais découvert un peu par hasard avec ce prof. Napoléon Group, vous faisiez quoi? Enfin, tu faisais quoi là-bas? C'était quoi c'est pareil, c'est une société de gestion, mais c'était quoi exactement? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, Napoléon Group, c'était la première société de gestion crypto française à recevoir une licence AIFM de l'AMF à l'époque. Donc, en 2017 ou 2018, ils reçoivent une licence AIFM, ce qui est à l'époque un exploit. Donc, pour le lancement d'un fonds régulé d'exposition au Bitcoin. Donc, il faut se dire qu'à l'époque, c'est assez avant-gardiste. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et donc, moi, je rejoins le groupe en 2020, à l'époque où ils font un virage 100% crypto. Pendant des années, donc, il y avait une activité d'asset management crypto. Il y avait également une activité indicielle et une activité de finance traditionnelle boostée par de l'intelligence artificielle. À l'époque, c'était pareil, c'était très, très avant-gardiste. Il faut se dire, en 2018, ces sujets d'intelligence artificielle, ce n'est pas encore vraiment à la mode. Donc, le groupe Napoléon, fondé par des polytechniciens et puis d'anciens gérants de portefeuille, BNP, Société Générale. Donc, moi, au moment où j'arrive, c'est le moment où ils disent, écoute, on va faire un virage 100% crypto parce qu'il y a de l'avenir, il y a quelque chose, il y a un marché à aller chercher. Donc, c'est en 2020. Et donc, moi, je rejoins le groupe en tant que stagiaire pour être assistant à l'époque, côté vente, au directeur des ventes, que j'ai suivi d'ailleurs à l'époque, notamment chez DDA pendant une période. Et donc, je suis assistant côté vente, puis ensuite j'évolue en tant que vendeur junior quelques mois et quelques années après, où je couvre à l'époque l'activité de mandat de gestion du groupe. Donc, quelle était cette offre? Ils proposaient des mandats de gestion 100% crypto à partir de 100 000 € minimum. On proposait des stratégies de trading 100% algorithmiques sur crypto-monnaie. On proposait des stratégies type performance absolue, long short, et puis des stratégies long only type smart beta, des choses comme ça. Et donc, je fais ça pendant un petit peu plus de 2 ans. On couvre un peu plus de 50 millions de dollars d'encours pour une centaine d'investisseurs, ce qui était à l'époque plutôt un bel exploit pour une société française, jusqu'au rachat du groupe en 2022 par CoinShares. C'est comme ça qu'est arrivée, on va dire, la transition entre le groupe Napoléon et CoinShares. Et donc, le groupe a été racheté en 2022. Et puis, j'ai passé ensuite quelques mois. J'ai un doute parce qu'il y a eu un truc autour de Napoléon, une ICO. Exactement.
C'est le même groupe? C'est le même groupe. Effectivement, il y a eu une ICO, le NPX. Alors, c'était avant que j'arrive dans les années, c'était en 2018, au moment où ils financent Ouais, ils font la une boîte. ICO en lançant un Exactement. qui s'appelle le NPX et Ouais. il doit y avoir quand même beaucoup d'accusations Ouais. concernant cette ICO. Alors déjà, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé? Et alors moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est de savoir comment toi, à l'intérieur, tu l'as vécu, ça. Surtout qu'après, vous êtes racheté par CoinShare, qui est quand même un gros truc. Mais tu vois, je ne savais pas, Napoléon CoinShare, je découvre en même temps. Eh ben, tu vois. C'est passionnant de voir comment toi, tu vas le vivre. Mais d'abord, rappelle-nous, c'était quoi les accusations sur le NPX? Parce que c'était Alors, il y a quelques années maintenant. ouais, c'était il y a quelques années. Alors, si tu veux, le NPX à l'époque en 2018, c'est donc l'ICO de Napoléon. L'idée, c'est de monter des fonds décentralisés. Donc, il faut se dire que c'est très, très, très avant-gardiste, hein. On est en 2018, donc c'est Janvier avant la 2000 vague DeFi, janvier 2018, il me et semble, ouais, voilà. il lève 11,4 millions d'euros. Exactement, donc en token. Et l'idée pour donc cette ICO, c'est d'attribuer aux token holders un droit, des royalties, hein, d'une certaine manière, sur les futurs fonds décentralisés, sur les frais de gestion des futurs fonds décentralisés. Pour faire simple, En gros, un utility token qui va te permettre d'avoir un partage de revenus sur les revenus de la boîte et peut-être un peu de gouvernance aussi pour, j'imagine, il devait avoir mis un peu de gouvernance, non? alors, moi, j'étais pas vraiment au cœur de ce projet parce que c'était avant que j'arrive. Si tu veux, la compréhension, moi, que j'en avais, c'était un partage surtout d'une partie des frais de gestion et des frais de performance touchés sur ces fonds décentralisés. Donc, ça a été. Alors, les accusations sont arrivées, on va dire, au moment du rachat, hein, par CoinShares. Parce que si tu veux, alors pareil, hein, je ne connais pas exactement tous les méandres de ce dossier parce que je ne possédais pas de NPX, je n'étais pas encore arrivé à l'époque. Si tu veux, il y a eu au moment du rachat des questions qui ont été posées par les token holders qui étaient de dire mais est-ce que nous aussi on est éligible à une partie du rachat en actions réelles? Alors je pense que ce qui a posé problème, c'est que les tokens NPX donnaient droit à des royalties sur la partie fonds décentralisés. Ce n'était pas vraiment des actions. Bon, pour ceux qui maîtrisent plus ou moins bien les ICO, c'est un petit peu comme une IPO pour la finance traditionnelle, sauf qu'au lieu de détenir des actions classiques, on détient des tokens qui donnent droit à X ou Y droits selon un livre blanc qui est publié, ce qu'on appelle un livre blanc, c'est un ensemble de règles qui est publié avant donc ces ICO. Et donc, au moment du rachat, là, les gens se posent la question, est-ce que moi aussi, je suis éligible à une partie de ce rachat? Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas lieu. Et donc, il y a eu depuis, il me semble d'ailleurs que c'est une affaire qui est toujours en cours avec notamment les fondateurs de Napoléon, avec qui je n'ai plus de contact, sur cette partie-là. Toujours est-il que pendant des années, les fameux fonds décentralisés, il y a des royalties qui sont versées aux token holders, pas à la hauteur de leurs espérances, c'est ce que je pense comprendre moi à distance. Mais voilà en quelques mots ce qui se passe. Je pense il y aura plus de clarté d'ici, je pense, quelques mois, quelques années, quand l'affaire avancera. C'est hyper intéressant parce que au-delà de cette affaire-là, ça doit être, je pense aussi, une leçon intéressante pour ceux qui achètent des tokens. L'immense majorité des tokens dans lesquels vous investissez ne vous donne droit qu'à des biens ou des services. En aucun cas, il ne vous donne droit à une participation dans le projet, de l'equity ou même à une gouvernance réelle, puisque quand on vous parle de gouvernance, c'est souvent on vous propose de choisir la couleur du papier peint, De mais on voter, exactement. vous posera jamais une question stratégique, sauf si la gouvernance est vérolée et qu'ils savent très bien que de toute façon, ils détiennent tous les tokens ou ils gèrent tous les validateurs pour que ça passe. Mais sinon, ils vous demanderont jamais. Parce que si effectivement, ils donnent à leurs tokens trop justement d'importance, donc de l'equity, un droit de gouvernance, des revenus partagés, en fait, ça qualifie le token en securities au sens de la loi. Et ça, l'immense majorité des émetteurs de tokens ne veulent pas s'embêter avec la réglementation sur les titres financiers. Et puis, ils veulent surtout pas perdre. Enfin, faut comprendre un truc. Depuis 2018-2017, l'ICO, c'était un moyen de lever des fonds de façon non dilutive.
C'est-à-dire que je lève des fonds, mais je ne donne pas de ma boîte, je ne donne pas d'actions. Donc, c'était formidable. Je lève de l'argent avec rien, une promesse, un white paper, et au moins, je ne me dépossède pas de mon entreprise. Donc, en fait, je fais levier 2 fois. Je lève des fonds en vendant un produit qui viendra un jour, grosso modo, et donc je lève des fonds avec ça. Et demain, si le produit il vient, je peux lever des fonds avec la valorisation de la boîte. Donc, en fait, je valorise 2 fois ma boîte, 2 fois mon produit. C'est formidable pour un entrepreneur, mais derrière, pour les investisseurs, il faut qu'ils soient conscients de ça. Ouais, tu fais très bien de le rappeler. Ah non, mais tu vois, voilà, c'est intéressant de savoir ça. Et alors, donc après, donc cette boîte qui a une réputation qui n'est pas folle, hein, on va pas se mentir, elle est rachetée par CoinShare. Donc, on voit aussi quand même à quel point parfois la réputation, certains acteurs économistes s'en tapent complet. Ils ont vu un intérêt à racheter Napoléon, sans doute pour l'encours, peut-être l'expertise qu'ils avaient en matière de gestion de fonds décentralisés. Et après, tout ce qui est le feu de la commu, tout ça, ils s'en foutent. Ils ont racheté et ils ont fait fi de ça, visiblement. Ouais, alors effectivement, ils rachètent d'une part, il y a des encours à l'époque, il y a une grosse expertise parce que en deçà de cette affaire côté NPX chez Napoléon à l'époque, il y a une véritable expertise sur toute la partie gestion systématique, algorithmique. Et puis, il y a également la licence de Napoléon à l'époque qui intéresse également CoinShares. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le groupe Napoléon a été renommé CoinShares France et la société de gestion qui s'appelait Napoléon Asset Management est aujourd'hui devenue CoinShares Asset Management et donc a cette licence qui est une licence difficile et assez puissante à détenir donc en Europe. Mais tu fais très bien de le rappeler. Et ça rejoint peut-être, si on a le temps, on en parlera parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la question de, on a le temps, la question de l'éducation et de la pédagogie auprès des investisseurs. À l'époque, alors aujourd'hui les ICO c'est un petit peu moins la mode, mais à l'époque il y avait des ICO partout, tout le temps, tous les jours. Toujours se renseigner et se former parce qu'effectivement, quand on achète un token, ça n'a pas les mêmes droits et le même pouvoir qu'une action traditionnelle d'entreprise traditionnelle. Et c'est bien de le rappeler parce que c'est un univers qui est parallèle, mais il y a ces différences. Ouais, non, mais complètement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire ici sur la chaîne. Il y en a plein d'autres qui le font, mais c'est essentiel. Et alors, ceux qui sont là depuis quelques années, ils ont compris. Hein, de toute façon, ils ont perdu des sous, ils ont payé pour apprendre. Mais les nouveaux, malheureusement, ça pêche un peu. Et puis, tu sais, après, quand tu as des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont payés pour promouvoir des projets crypto et tout, ils masquent évidemment ces enjeux-là. Et après, ils s'en lavent les mains, tu vois. Donc, faites attention aussi à qui vous écoutez, à ce que vous lisez, là où vous vous renseignez, parce que c'est votre argent qui est en jeu, hein, c'est pas le leur. Hein. Eux, ils sont gagnants à tous les coups. Hein. Et puis c'est pareil, c'est un sujet passionnant mais effrayant, c'est qu'aujourd'hui la frontière entre des personnalités reconnues, alors effectivement, il y a la question des influenceurs qui peuvent avoir un impact vachement négatif. Et puis maintenant, une étape plus loin, c'est que tu as, notamment, je pense au Trump token ou au Melania token, c'est que l'étape suivante, c'est qu'on a des personnalités publiques reconnues, politiques en l'occurrence, qui maintenant viennent un petit peu détruire cette frontière entre du token qui a un véritable usage use case et puis du token qui est un petit peu plus dans le domaine de la hype. Et il faut être vachement vigilant parce que comme tu dis, c'est l'argent des investisseurs in fine. Et une paume, c'est une paume. Hein. Et l'influenceur ou l'homme politique ou la personnalité derrière ne viendra pas rembourser les perdants. Donc, il faut être vigilant. Ouais, mais tu vois, pour le coup, bizarrement, c'est un peu cynique ce que je vais te dire, mais moi, je préfère, bizarrement, je préfère un Trump qu'un token d'ICO de 2017. Parce qu'au moins, Trump, il promet rien, il n'y a pas de roadmap. C'est vrai, il n'y a pas d'usage. En plus, il lance ça sur Solana, dans lequel il sait très bien que 99% des gens, ils savent que c'est un meme coin, ils s'attendent à pas plus que ça. Alors, tu auras toujours des connards qui diraient « Ouais, il a perdu de l'argent à cause de Trump !» Bon, voilà. Alors que les mecs qui ont levé des fonds en ICO dans les années 2017 à 2021 et même encore récemment, hein, et qui te faut croire mots et merveilles avec des mots compliqués, avec des influenceurs payés pour en parler, etc. Tu vois, j'y vois plus de malhonnêteté. Peut-être, effectivement, je suis cynique, mais je me dis qu'un meme coin, déjà, alors peut-être pas celui de Trump, mais quand c'est sur Pump Fun, etc., il est très souvent décentralisé.
Mmh. Il y a la team a rien. Donc voilà, c'est le marché qui décide. Alors évidemment, il y a des bots, c'est complètement manipulé, tout ce que tu veux, mais au moins, voilà, tu es au courant dans quoi tu investis. C'est comme si tu comparais, je sais pas, du venture capital avec du casino. Très C'est le même vrai. plan, mais quand tu vas au casino, tu sais que tu joues contre la banque et Mmh. qu'à la fin, il y a de grandes chances que tu perdes. Alors que lorsque tu vas faire du venture capitaliste ou que tu vas faire de l'investissement en start-up et tout, bah, il y a une notion de confiance, il y a des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est différent. Et pourtant, je ne suis pas un investisseur meme coin, hein, mais dans la philosophie, je me dis que ça, en fait, je trouve ça plus sain, bizarrement. Non, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est vrai que cette époque des ICO, bon, aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes. Elles sont un petit peu plus contrôlées aussi qu'à l'époque. À l'époque, c'est très peu contrôlé, c'est pas du tout régulé. Et puis surtout, voilà, c'est la mode des ICO. Aujourd'hui, c'est un petit peu passé, mais ouais, bah, je vois ce que tu veux dire. Dans pas mal des mêmes coins lancés aujourd'hui, il n'y a pas de promesse. Donc au moins, bah, si on est déçu, on est juste déçu de la performance du meme coin. Ça, c'est le jeu. Mais effectivement, il n'y a pas la promesse d'un livre blanc derrière. Ça, c'est clair. Ouais. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, on en profite évidemment pour vous dire, hein, voilà, renseignez-vous quand même toujours avant d'investir Toujours. de l'argent et investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que vous savez, même les projets ultra sérieux, avec des propositions de valeur réelles, avec des équipes de folie, vraiment, même cela, le token peut s'effondrer et partir à la cave. Parce qu'il y a plein de raisons qui fait qu'un token peut s'effondrer. Ça peut être un hack, ça peut être une mauvaise maîtrise de l'économie du token, un lancement qui n'est pas bien préparé. Je recevais mardi matin William Simonin du projet Tada. La proposition de valeur de Tada était ultra intéressante. Le marché et le PMF étaient extrêmement bien trouvés. Le produit, la réalisation, la roadmap, tout a été ultra bien maîtrisé. Pour le coup, on ne peut pas leur enlever ça. Par contre, le token, bah, comme il a été mal lancé, et il l'a reconnu lui-même, hein, avec de mauvais market makers, de mauvaises décisions de tokenomiques, etc., bah, en fait, le token, il a explosé et ensuite il s'est effondré. Aujourd'hui, il est à la cave. Et tu vois, et donc il y a une décorrélation entre la valeur, Complètement. surtout sur un marché aussi volatile, hein, avec la proposition de valeur du projet, l'équipe et tout, qui elles peuvent être très intéressantes. Donc ça aussi, c'est important. Des fois, tu as des projets avec des fondamentaux zéro qui vont exploser et inversement, des projets qui peuvent être intéressants, mais qui malheureusement voilà, vont mourir ou en tout cas Complètement. être en difficulté. Donc voilà, Ouais, mais c'est ouais, pas à 100%, à 100%, toujours faire ces due deals avant d'investir. L'investissement, surtout en crypto et en token, c'est des investissements risqués. Et oui, bah, je pense que surtout en France, on a quelques très beaux projets avec des tokens où les tokens ne représentent pas vraiment la valeur et la puissance des entreprises derrière. Alors, je pense notamment, je ne sais pas si tu les as déjà reçus, je pense à Morpho, par exemple, qui est une boîte que je trouve géniale avec des super projets. Ils ont un token, si je ne dis pas de bêtises. Quand tu regardes tout ce qu'ils développent par rapport au prix du token, ben on pourrait se dire, oh, c'est pas récompensé. Là où il faut se projeter, ça rejoint un petit peu le sujet de gouvernance que tu mentionnais tout à l'heure. Le but premier de tous les tokens, c'est pas toujours l'appréciation du prix, c'est parfois de véritables usages de gouvernance, des utilisations concrètes. Et donc, c'est vrai que le prix, c'est un peu la référence permanente pour. Ouais, mais ça, tu vois, ça, tu peux pas faire ça. Parce que c'est OK, d'accord. Mais d'ailleurs, c'est comme une action. Une action, à la base, quand tu émets une action, quand tu constitues une entreprise ou quand tu fais une création de nouvelles actions et tout, l'objectif, la mission intrinsèque d'une action, d'un titre financier, c'est pas de prendre de la valeur. C'est de représenter une part de quelque chose. Exactement, tout à Donc, fait. sur ça, je te rejoins. Mais à partir du moment où tu rends cet actif, que ce soit l'action ou le token, tradable sur un marché ouvert et dans lequel tu vas effectivement faire du market making, donc de la manipulation de marché d'une certaine manière, où tu vas utiliser ton token quand ça marche bien comme un outil marketing. Tu ne peux pas dire quand ça ne marche pas bien. Non, mais attends, notre token, il n'a jamais eu vocation à prendre de la valeur. C'est un produit constaté d'avance en comptabilité. Il est là pour répondre à un usage. Bon, c'est pour ça que voilà, j'entends ce que tu dis. Sur le papier, tu as raison. Voilà. Bon, la réalité, quand même, il ne faut pas non plus être. Voilà. Tout à fait. Non, 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 tu as raison. Je Et dis pas que c'est ce que tu dis, hein, mais voilà, je mesure un peu avec ceux qui pourraient se servir de ça en disant bah ouais, on n'a jamais dit que le token il tu as allait. complètement raison.
Non, tu as complètement raison. Je le pensais plutôt dans le sens où parfois, et c'est malheureux, parfois le prix du token ne révèle pas la qualité de l'entreprise, tu vois. Parce que Oui, oui, surtout ça sur c'est pas mal de projets, on se dit, mais c'est fou, c'est un peu ce que tu décrivais, le token est un peu à la cave, alors que le projet derrière est vachement solide. Ça m'arrive tous les jours, je regarde un peu les projets tendances, etc., ou des projets que je suis, et je me dis, mais c'est pas possible, ça vaut pas grand-chose, alors que, après, selon mon analyse, je considère que c'est du solide, tu vois. vrai. Et c'est pas toujours récompensé. Mais ça, tu vois, c'est dû à. Alors, ça peut être dû à plein de choses, hein. Le fait que ça ne surfe pas sur la bonne hype du moment. Ça peut être aussi une question de marketing et de communication. Parfois, le projet est exceptionnel, mais comme le marketing n'est pas bon, bah, en fait, personne ne le connaît, le projet. Donc, forcément, personne ne veut s'y exposer. Ou alors, c'est dû simplement à la création et à la tokenomics. Alors, Mhm. tokenomics, c'est pas seulement la. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, toi tu sais ça parfaitement, mais la tokenomics, c'est l'économie autour du token, c'est que c'est pas seulement la répartition, ça peut être aussi les utilités qu'on lui associe, le rythme des libérations, tout ça. Et donc, il Mhm. suffit que tu n'as pas assez donné d'utilité à ton token ou alors que l'utilité, elle n'est pas suffisamment corrélée au business model réel de l'entreprise pour que la décorrélation soit normale. Si l'entreprise fait des résultats énormes, mais qu'il n'est pas prévu que le token en profite, c'est normal. Prenons Hyperliquid, sa tokenomique est directement liée aux résultats de la plateforme. Si la plateforme, elle fait du revenu, il y a un back-back qui se fait, donc tu as une pression acheteuse qui se fait de façon massive. Pareil pour le pump. Et donc, tu as une corrélation. Si les plateformes en question, Pump Fund, Hyperliquid, demain font zéro profit, le token va le ressentir immédiatement, au-delà de l'aspect spéculatif. Mais juste, voilà. Donc, si tu n'intègres pas ça dans ton économie autour du token, bah, c'est normal qu'il y ait une décorrélation. Mais ça, c'est pareil. Je faisais une émission hier matin sur une migration de token de X-Money, qui est un prestataire de paiement, je ne sais pas si tu connais, c'est européen, lié à l'écosystème Multiversix. Et on a analysé justement le white paper, la tokenomique, les utilités associées, de ça, de façon très critique, parce que clairement, c'est mal foutu. Et pour moi, ça va aller à la cave. Mais tu vois, il y a vraiment tous les red flags possibles et imaginables. Donc voilà, n'oubliez pas, soyez exigeants, ne croyez rien que ce qui est écrit. Et même ce qui est écrit, quand même, allez vérifier au cas où. Et puis, et après, bah, vous investissez aussi dans ce que vous kiffez. Hein, Exact. mais voilà, mais il faut faire attention quand même. Ok, trop cool en tout cas. Alors, donc, tu arrives, donc, c'est pas que tu arrives chez CoinShare, c'est qu'en fait, Il y a tu une deviens fusion. CoinShare. On devient CoinShares, exactement. On devient CoinShares. Et Qu'est-ce que c'est, toi? C'est quoi? Parce que tu es passé de stagiaire, mais après, tu es embauché à un moment donné. ouais, 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 tout Tu te à gardes. fait. Quelques mois plus tard, je suis embauché en tant que junior sales, donc vendeur junior, commercial junior. Ben, pendant 2 ans ou un petit peu moins le temps que Napoléon se fasse racheter, donc Napoléon se fait racheter. CoinShares donc devient la maison, devient le nouveau toit. Donc, je passe ensuite quelques mois chez CoinShares. Alors, dans un premier temps, pour assurer la transition avec l'activité de mandat de gestion qu'on gérait chez Napoléon. Et puis, petit à petit, je fais la bascule vers les ETP, parce que CoinShares, c'est un des leaders européens sur les ETP crypto. Donc, je passe quelques mois et jusqu'en juillet 22, où je rejoins DDA. Alors, à l'époque, bon, on va revenir sur l'histoire de DDA. À l'époque, DDA ne s'appelle pas DDA d'ailleurs, ça s'appelle Iconic. Ça a été rebrandé depuis. Et donc, je rejoins DDA à Attends, l'époque. là, on va trop vite. D'abord, parce qu'on ne comprend pas. Ça veut dire quoi être vendeur chez CoinShare? Ah, mais Voilà. tu as raison de poser la question. Et oui, oui, parce que c'est ça. Qu'est-ce que tu vends concrètement pour comprendre? Alors, donc, peut-être d'abord ce que je vends chez Napoléon, parce que c'est ce que j'ai fait au départ chez CoinShares. Donc, ce qu'on Ouais. vend, donc des mandats de gestion. Moi, je m'adresse uniquement à des investisseurs à l'époque professionnels ou assimilés professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Professionnel, bon, comme son nom l'indique, ça va être des professionnels de la finance. Ça peut être des banquiers privés, des asset managers qui veulent allouer une portion de leur capital, des institutionnels, ce qu'on appelle des semi-institutionnels, c'est-à-dire ça peut être des fonds de fonds crypto. À l'époque, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Et puis des assimilés professionnels. Assimilés professionnels, qu'est-ce que c'est? Ça va être des particuliers, considérés comme des particuliers avec un patrimoine suffisamment important et une expérience suffisamment importante pour investir sur des produits un petit peu plus complexes. Donc à l'époque, moi j'assure donc les relations investisseurs et puis une partie de la force de vente pour nos clients de mandat de gestion, sous mandat de gestion. Donc mon quotidien, ça va être d'assurer donc du suivi investisseur, répondre aux questions, assurer un reporting quasi quotidien avec pas mal d'investisseurs.
sur des stratégies qui bougent pas mal. Alors, il faut se dire que ces mandats de gestion à l'époque sont proposés directement sur Exchange, donc les principaux, Binance, Feu FTX, Bitfinex, BitMEX, on a traité sur à peu près toutes les plateformes à l'époque. Et donc, directement, les investisseurs déposaient du capital sur Exchange et nous, on y accédait via clé API. Donc, clé API, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est une connexion sécurisée, électronique, qui nous donne certains droits. Donc, typiquement, la clé API est très puissante parce qu'elle permet de limiter les droits. Nous, à l'époque, chez Napoléon, on avait uniquement un droit de trading. C'est comme si toi, Jérémy, par exemple, tu ouvrais ton compte Binance, tu nous donnais un droit pour aller trader via cette connexion électronique, mais on n'avait en aucun cas accès au capital, on ne pouvait pas le retirer, l'échanger. C'était une sécurité qui était nécessaire. Ça aurait été beaucoup trop risqué de tout simplement virer du capital à une entreprise, surtout directement sur Exchange, dans la crypto. Donc, c'est pour ça que ces clés API, à l'époque, c'est très, très pratique. Et donc, on traite du capital directement avec une fréquence de trading qui pouvait être assez élevée pour certaines de nos stratégies de trading. On avait certaines stratégies qui rebalançaient potentiellement toutes les heures. Donc, on avait des stratégies très, très actives qui ont été designées à l'époque par un ancien gérant de portefeuille de la BNP qui avait rejoint le groupe Napoléon. Et donc, pendant pas mal de temps, je couvre les relations investisseurs sur ces produits-là. Et au moment du rachat par CoinShares, c'est ce que je continue à faire pendant quelques temps. C'est une activité que CoinShares, en début 2022, décide de clôturer pour se reconcentrer à 100% sur donc les ETP. Et donc, moi, petit à petit, en fait, j'intègre l'équipe ETP de CoinShares sur la partie francophone. Et je me mets à gérer donc les relations investisseurs et la force de vente d'une partie des clients ETP de CoinShares. Ok, excuse-moi, j'avais mon micro qui était… Je t'en prie, il n'y a pas de mal. Ok, excellent. Et alors, moi, revenons un peu au contexte, parce que moi, ça m'intéresse toujours de voir ce qui se passe en parallèle de tes expériences professionnelles. Donc là, on est en quelle année, grosso modo Alors, Napoléon, c'est 2020-2022 concernant. Et donc, CoinShares, c'est, on va dire, 2022 de janvier à juillet, au moment où je quitte CoinShares. Donc là, à ce moment-là, on est quand même en bear market. Ouais. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Comment tu arrives à gérer dans un écosystème qui fait suite à un énorme bull run, hein, celui de 2021? Là, tu es en phase assez baissière. Est-ce que c'est difficile pour toi ou est-ce que les institutionnels avec lesquels tu travailles, ils sont plutôt, ils savent que ça va revenir ou est-ce que c'est pas si simple que ça? Et ma deuxième question, c'est toi, à titre perso, comment tu gères est-ce que toi, tu y crois toujours? Est-ce que tu continues à accumuler? Est-ce que tu investis? Est-ce qu'à un moment donné, tu doutes que en fait, c'était une bulle à cause du Covid et en fait, enfin voilà, comment tu gères d'une part avec tes clients et d'autre part peut-être à titre personnel? Je ne sais pas si toi, tu es investi de quelque manière que ce soit. Alors, on va sur la partie pro déjà, et ça ouvre un autre sujet. Il y a beaucoup de sujets, hein. Ça ouvre un autre sujet qui est le sujet des institutionnels. Alors, à l'époque, donc je couvre, je dirais à peu près 75-80 clients par moi-même. On est une équipe de vendeurs à l'époque chez Napoléon. Alors, au moment du marché baissier, il faut savoir que tout le monde panique. Parce que les investisseurs pensent toujours qu'ils sont préparés à vivre un marché baissier crypto. Spoiler, ils ne sont jamais vraiment préparés à faire face à un marché baissier crypto de 60, 70, 80%. Donc ça, c'est une première chose. À l'époque, ce n'est pas évident. C'est de la relation investisseur difficile parce que c'est des coups de téléphone à peu près tout le temps, les week-ends, les vacances. On perd la notion du week-end dans ces périodes-là. Et ça ouvre toute la question de ce qu'on appelle aujourd'hui les institutionnels. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. C'est un peu devenu le mojo des boîtes crypto, c'est de dire les institutionnels sont là, on se prépare au développement institutionnel. C'est un petit peu ce que disent toutes les boîtes aujourd'hui. À mes yeux, les institutionnels n'étaient pas là en 2020-2022 et à mes yeux, ils ne sont toujours pas là aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'institutionnel, ça va être ton assurance, ta caisse de retraite, par exemple, qui, eux, effectivement, ils vont avoir une vision très long terme et ils vont te dire, écoute, moi, la position, de toute façon, j'ai les deux pieds dedans, donc la position, je la garde. Les acteurs qu'on qualifie d'institutionnels aujourd'hui, c'est très souvent des fonds de fonds, des family office, quelques-uns, un petit peu de banques privées aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Et en fait, c'est des investisseurs qui sont très souvent intermédiaires, c'est-à-dire que le fonds de fonds, il a ses propres clients derrière le fonds de fonds, le banquier privé va avoir ses propres clients derrière la banque privée. Et donc, en fait,
eux-mêmes, en tant que professionnels, ne vont pas forcément paniquer. Par contre, leurs clients finaux, eux, vont paniquer. Et donc, en fait, par ricochet, cette panique, on la ressent. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a pas mal de fonds, d'ailleurs des fonds de fonds qui aujourd'hui, malheureusement, n'existent plus de par la mauvaise performance. Des fonds de fonds qui avaient mal géré leurs risques, qui avaient mal géré leur fonds de fonds pour, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un fonds de fonds, comme son nom l'indique, ça va être un véhicule d'investissement qui investit dans plusieurs fonds d'investissement. Donc, par exemple, Jérémy, tu vas confier ton argent à un fonds de fonds. Et ce fonds va lui-même investir dans plusieurs portfolio managers, plusieurs asset managers, et il est censé assurer une bonne gestion du risque, une bonne gestion de la volatilité, etc. etc. Et donc, la plupart des fonds de fonds crypto qui existent à l'époque n'existent plus aujourd'hui parce que la gestion du risque n'a pas toujours été faite de bonne manière. Risque au niveau des asset managers, c'est-à-dire que parfois il y avait une centralisation sur 1, 2 ou 3 asset managers, ce qui est très peu pour un fonds de fonds. Les risques de contrepartie sont mal gérés. Je pense notamment à l'histoire, à l'époque FTX, qui est quand même une sacrée époque, où certains fonds de fonds perdent tous leurs encours sur FTX, ce qui est dramatique. Donc, la plupart ont disparu depuis. Comment tu peux expliquer que des fonds de fonds, ils aient leurs fonds sur un exchange alors que, ils n'avaient pas d'activité de custodiat froid, FTX. Donc, comment tu peux expliquer ça? C'est-à-dire que c'était plus des traders? Est-ce que c'était des erreurs? C'est quand même abusé, non? Ouais, alors c'est bizarre, mais je vais dire c'était la norme. Ça paraît un peu choquant, mais c'était la norme dans un univers où le risque d'exchange Binance, FTX, Bitfinex, à l'époque, on ne le ressent pas. Alors, nous, on a eu de la chance de jamais être touché par l'épisode FTX parce que c'est quelque chose, on a toujours très bien géré le risque de contrepartie et ça, on s'en félicite. Néanmoins, pour à l'époque, les fonds de fonds et pas mal d'asset managers crypto, la norme, c'est d'être sur des exchanges qui sont, on va réutiliser une expression qu'on a utilisée en 2008, qui sont trop gros pour tomber. C'est-à-dire que, à l'époque, c'est normal d'aller traiter sur FTX. FTX, c'est une plateforme qui est robuste. C'est très sûrement encore aujourd'hui une des meilleures plateformes qui ait existé pour aller trader. Pour des traders professionnels qui venaient de la finance traditionnelle, les options de FTX étaient surpuissantes, bien plus puissantes sûrement qu'aujourd'hui Binance ou Coinbase ou d'autres exchanges. Le problème, ce n'est pas la puissance de la plateforme. Le problème, bien sûr, c'est ce qu'on connaît l'histoire d'FTX, c'est ce qui s'est passé avec l'argent derrière. Mais à l'époque, c'est la norme. Et les fonds de fonds, ils sont montés très souvent plus par des… alors, je vais dire, souvent, c'est des passionnés crypto. Il y a assez peu de finances traditionnelles qui se mêlent à l'époque de tout cet univers-là. Donc, à l'époque, c'est la norme. Et surtout, aujourd'hui, 2025, on a des solutions de custody qui sont puissantes. On a des solutions qui sont intégrées. C'est-à-dire que tu peux, notamment avec des prime brokers, ce qu'on appelle des prime brokers, c'est-à-dire que généralement, c'est des courtiers qui te permettent aussi d'avoir des lignes d'accès directement sur du custody, ce qui fait que tu n'as même plus besoin de sortir le capital de son cold storage pour aller le traiter. À l'époque, ça n'existe pas, ou du moins, ce n'est pas développé du tout. Donc, si tu veux, les asset managers et les fonds de fonds font avec ce qu'ils ont à l'époque, c'est-à-dire des exchanges qui sont censés qui ne peuvent pas couler. Mais bon, l'histoire m'a montré que ce n'était pas le cas. Et alors, toi, à titre perso, justement, est-ce que tu arrives à décorréler le travail, où tu as la tête dedans non-stop, avec, je ne sais pas, si tu as toi-même des investissements perso C'est une bonne question. Alors, décorréler, non, parce que j'ai le nez dedans à longueur de journée. Donc, si tu veux, c'est difficile de se dire, cette semaine, je ne vais pas y penser, parce que j'ai le nez dedans. Cela étant, et ça rejoint un petit peu le sujet des meme coins qu'on abordait au tout début. Je pense qu'en travaillant, plus les années passent dans ce domaine-là, j'apprends beaucoup de simplicité dans la gestion de mes investissements crypto. C'est-à-dire que souvent, à chercher toujours plus de rendement, à chercher toujours le dernier token à la mode, j'ai eu pas mal de paumes. C'est le jeu, on apprend comme ça. Mais donc, avec le temps, on devient plus sage, plus simple. Et puis surtout, on apprend à mettre des choses très rationnelles. Chez DDA, on fait pas mal de papiers de recherche. Des papiers de recherche, des petits articles courts. Et typiquement, on a un papier que j'aime beaucoup qui traite du top 10 crypto et qui se dit, est-ce que les altcoins surperforment Bitcoin? Parce qu'il y a souvent un petit peu ce débat entre les Bitcoin maxi, dont je ne fais pas partie au demeurant, je ne me considère pas comme un Bitcoin maximaliste, et un peu les défenseurs d'altcoins, plus qu'Ether, vraiment des altcoins. Et donc, quand on met des chiffres dessus, un petit peu de rationnel, quand on met des maths dessus, on se rend compte que sur le long terme, c'est très difficile d'aller surperformer Bitcoin. Parce qu'en période haussière, ça va surperformer.
Ça va aussi être beaucoup plus volatile, ça c'est un autre sujet, mais ça va surperformer. Par contre, en période baissière, ça va aussi beaucoup sous-performer, ce qui fait que quand tu regardes des horizons un peu long terme, 5, 6, 10 ans, ben, on se rend compte qu'en fait, surperformer Bitcoin, c'est super difficile. Donc, pour répondre à ta question d'un point de vue perso, ça m'a appris beaucoup de sagesse et de simplicité dans mes investissements, s'en tenir à des grosses cryptos établies, faire de la due deal, ça rejoint ce qu'on disait, étudier avant d'investir. De la même manière, quand j'investis sur un marché traditionnel dans des actions traditionnelles, bah, je fais mes devoirs, je fais mon travail. C'est-à-dire que je ne vais pas investir dans des micro-caps dont je ne comprends rien au business plan. C'est la même approche que j'essaie d'appliquer, à savoir, on étudie le projet, l'équipe qu'il y a derrière. J'insisterai jamais assez sur qui est l'équipe derrière, parce que très souvent, c'est quand même un gage de confiance. Le projet, qui sont les investisseurs? Alors ça aussi, je ne le faisais pas plus jeune et avec le temps, on apprend à le faire. Regardez quels sont les projets qui financent les cryptos que vous achetez. Quand vous voyez un projet qui est uniquement backé par de gros VC, qui ont des réputations parfois d'aller dumper du token, je pense à certains VC qui généralement rentrent très tôt, bien avant que nous, investisseurs particuliers, puissions rentrer. Quand on les voit au capital, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un monde aussi au moment où moi je rentre, c'est le moment où eux ils sortent? Tout ça, ça fait partie d'une due deal qu'il faut appliquer avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et donc, ça m'a appris ça. Alors, d'un point de vue perso, je suis beaucoup plus sage que je ne l'étais il y a 5 ans. Voilà, je suis pas plus mécontent. Forcément, le pro a un impact, mais c'est un impact plutôt positif parce que ça apprend de la sagesse. En fait, c'est ça, c'est intéressant parce que ça nous dit deux choses. C'est que les cordonniers ne sont pas les mieux chaussés. Et ça, c'est important parce que ceux qui sont dans la partie, ceux que vous écoutez au quotidien, ou même ceux qui bossent dans des fonds d'investissement, etc., on peut avoir l'impression qu'ils sont excellents, qu'ils font des profits majeurs et que nous, à côté, on est nuls et tout. Et en fait, non, tout le monde fait de mauvais choix. Oui. Même d'ailleurs les VC, j'en parlais récemment avec un VC qui me disait, de toute façon, ça, on a 80% de nos investissements, ils sont en perte. Nous, ce qu'on veut, c'est miser sur les 10-20% restants pour rattraper le reste. Mais voilà, c'est pas parce qu'un VC rentre dans un projet que le projet va marcher. Ça ne veut rien dire. Par ailleurs, ça dit aussi une autre chose qui est intéressante, que je retrouve aussi souvent, et moi-même, j'avoue qu'à un moment donné, je suis tenté par ça, mais il faudra voir les ressorts de celui-ci. C'est qu'on finira tous Bitcoin maximaliste, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est parce que Bitcoin, sur la dernière période, a surperformé les alts et donc on a cette petite musique qui rentre, ou est-ce qu'on a finalement juste le sentiment que tout le reste soit est mal conçu, soit est mal rené, c'est-à-dire que l'équipe n'est pas très bonne, soit les fondamentaux ne sont pas bons avec la notion de décentralisation, de supply programmé et limité, etc. Et que finalement, on en reviendra tous à Bitcoin. Est-ce que tu en es arrivé là, ou est-ce que quand même tu laisses sa chance à quelques alts, à quelques blockchains? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui un ou deux écosystèmes qui t'intéressent? Pas forcément savoir si tu investis dessus, parce que ça, on s'en fout, c'est ta vie privée, mais plus qui t'intéresse plus que d'autres. Complètement. Alors, sur le point Bitcoin, je te rejoins à 300%. Je pense que, alors, peut-être pas pour les raisons que certains maximalistes avancent. Typiquement, est-ce que je pense que Bitcoin remplacera un jour nos monnaies traditionnelles? Ma réponse est non. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être pas, on verra. Je ne crois pas demain en un remplacement de notre système monétaire traditionnel par Bitcoin précisément. Cela étant, quand on voit les instabilités économiques, politiques, effectivement, je pense qu'on converge tous vers, on croit de plus en plus au cas d'usage Bitcoin. Pour quelle raison? C'est qu'on a, bon voilà, peut-être c'est aussi un autre sujet, le sujet économique, mais on a des questions monétaires qui sont assez catastrophiques, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas qu'en Europe. Europe, US, c'est le même bateau. Et donc, est-ce que je crois qu'il nous faudrait des actifs qui puissent agir comme des actifs de réserve, un petit peu comme le fait l'or? J'en suis profondément convaincu, infiniment convaincu. Est-ce que Bitcoin peut être une alternative, par exemple, à l'or? C'est vrai qu'on dit souvent l'or digital. J'en suis aussi convaincu parce qu'on a finalement pas mal de traits de caractère communs avec l'or. On a des avantages supplémentaires. On peut facilement l'échanger, on peut facilement le diviser. On n'a pas besoin d'aller le faire fondre pour l'échanger et le diviser.
Donc, je pense que Bitcoin a des traits a des caractéristiques qui rendent aujourd'hui l'actif super important pour à peu près tous les investisseurs, qu'on soit Bitcoin Maxi ou pas. Donc, je pense qu'effectivement, petit à petit, avec la sagesse, on devient tous de plus en plus pro-Bitcoin. Cela étant, quand je vois la chaîne Ethereum, quand je vois les développements, moi, je suis aussi assez bullish sur la chaîne Ether dans ses use cases. Quand je vois la quantité de développement technique, informatique dessus, je ne peux pas m'empêcher de croire que demain, ce sera également énorme, peut-être même aussi énorme que Bitcoin. Tous aujourd'hui les gros projets qui sont lancés par des acteurs traditionnels, je pense notamment par exemple à Base, la Layer 2 de Coinbase, quand je pense aux différents fonds tokenisés qui sont lancés un petit peu partout dans le monde par tous les gros acteurs, BlackRock les premiers, et puis d'autres acteurs en Europe également, la plupart sont construits et lancés sur la chaîne Ether. Alors, il y a d'autres chaînes sur lesquelles on peut s'amuser. Sur la chaîne Solana, il y a des choses super fun. Il y a des chaînes qui sont un petit peu plus exotiques où on peut vraiment s'amuser. Sur le long terme, ouais, je suis convaincu que la chaîne Ether, d'un point de vue technique, a une puissance phénoménale, un petit peu comparable, on compare souvent à ça, un petit peu comparable à ce que pouvait être, ou à ce que peut être Android. C'est-à-dire qu'il y a une programmabilité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est quasiment infinie. Le concept de smart contract, qui est encore à mes yeux trop peu compris ou trop peu connu du grand public, c'est juste surpuissant parce que je vois des usages dans le quotidien qui aujourd'hui n'existent pas. Mais typiquement, ton smart contract aujourd'hui sur la chaîne Ether, je ne vois pas en quoi ça pourrait devenir ton acte de propriété demain pour ta maison, pour ton appartement, ou de la même manière, pour demain, les actions. C'est pour ça qu'on tokenise aujourd'hui, il y a des projets de tokenisation d'actions traditionnelles, parce que c'est un acte de propriété, c'est une preuve de propriété, comme il n'en existe pas d'autres. Et je suis aussi infiniment convaincu, c'est des conversations que j'ai de temps en temps avec des notaires, notamment, par exemple, avec des avocats, mais avec des notaires surtout. Je pense que certains métiers, notamment les métiers du notariat, doivent très rapidement se former sur ces sujets de smart contract parce que finalement, Ether, c'est un peu un notaire 2.0. Parce que, alors, bien sûr, il y a l'expertise, ça, bien sûr, c'est un élément qui reste nécessaire. Mais si certains métiers ne se forment pas, je suis convaincu qu'à un moment donné, ils seront dépassés parce que l'acte de propriété va être complètement, les cartes vont être complètement redistribuées. Et tu penses que ça se fera sur l'écosystème Ethereum ou est-ce que tu vois justement arriver Solana, évidemment, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas ne pas parler de ça, ou justement, alors bon, je ne sais pas s'il y a de la tokenisation sur XRP, mais on voit quand même qu'aux États-Unis, XRP se positionne énormément. Bon, en même temps, ça fait des décennies que ça existe. M'en parle pas. Ils ont tissé des partenariats avec les plus grosses institutions financières. Je connais un petit peu ceux qui détestent XRP. Je connais ceux qui adorent XRP. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste de la tech et tout ça, mais j'ai le sentiment quand même qu'avec la nouvelle administration, ils ont essayé et ils ont plutôt bien réussi d'ailleurs à se remettre au centre du jeu. Mais alors, pas tant sur la tokenisation, de ce que je comprends, mais plutôt justement sur de l'infrastructure de paiement, etc. Ouais, carrément. Alors, je pense que la réponse, on ne peut pas encore l'avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'aura sûrement à un moment donné. La réponse va être, à mes yeux, est-ce que l'adoption se fera par des organes décentralisés? À ce moment-là, les chaînes vraiment décentralisées, c'est-à-dire entre guillemets qu'on ne pourrait pas rallumer en appuyant sur un bouton ou éteindre en appuyant sur un bouton, est-ce que ça va être l'avènement des chaînes décentralisées ou est-ce que des États, en l'occurrence, privilégieront, d'une certaine manière, préféreront privilégier des chaînes centralisées parce que ça permet un contrôle? Je pense que le jour où on répond à cette question, on saura si ce sera sur Ether ou si ce sera par exemple sur Solana ou Ripple, si jamais ils se mettent un peu plus à creuser tout ce qui est tokenisation. Mais je pense que pour l'instant, c'est difficile d'y répondre parce qu'il y a encore cette guerre entre des chaînes vraiment décentralisées et puis des chaînes qui ne sont pas vraiment décentralisées. Il y a souvent ce running gag dans l'écosystème Solana sur un tweet, désolé, la chaîne est down, mais vous inquiétez pas, on la rallume. Et puis j'imagine toujours le stagiaire qui va appuyer pour rallumer la chaîne Solana, tu vois. Et je pense que tant qu'on aura cette question, est-ce qu'on veut de la centralisation ou de la décentralisation, on ne pourra pas y répondre. C'est à voir où le monde nous mènera. Effectivement, Ripple reprend une position par du lobbying assez bien foutu aux États-Unis. Maintenant, moi, je suis plutôt team décentralisation, mais ça, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira.
OK, non, mais c'est intéressant. Merci, encore une fois, Romain. Alors justement, tu quittes, CoinShare, pour rejoindre, DDA. Donc DDA, c'est Dutch Digital. Dutch Digital Asset, exactement. Au départ, tu les rejoins en Allemagne ou est-ce que tu, les rejoins au moment où ils s'installent en France? Raconte-nous un petit peu. Alors, donc non, non, moi je les rejoins, à l'époque, je les rejoins depuis Paris. Si tu veux, DDA à l'époque s'appelait Iconic, pour reprendre un petit peu l'historique, s'appelait Iconic. Iconic, ça a été lancé en 2018, à l'époque en tant que VC. Ça avait une activité de VC crypto, donc c'est la fameuse époque des ICO, hein. C'était la bonne époque pour faire du VC, avec notamment de beaux projets qui ont été accompagnés par Iconic, par DDA, à l'époque. Et donc, Iconic fait le virage 100% asset management en 2021 avec Juste, l'émission. je te coupe un instant. Je vais couper, la cam une seconde, Je t'en mais prie, juste Jérémy, voilà, juste comme ne t'inquiète. il n'y a pas de mal, je t'en prie. Et donc, à l'époque, Iconic fait le virage en 2021, virage 100% asset management, avec le lancement de, si je ne dis pas de bêtises, de ce qui est à l'époque le deuxième ETP crypto lancé sur un véhicule allemand. Il me semble que c'était le deuxième à l'époque. Et donc, ce virage 100% asset management, avec notamment le recrutement d'anciens membres de Vanek à l'époque, donc de finances traditionnelles. Et moi, je rejoins donc le groupe DDA en 2022, en juillet 2022, fin 2022, pour y apporter donc une expertise sur tout ce qui était gestion active. Alors, DDA, à l'époque, faisait des ETP passifs, donc de l'exposition passive. Et donc, avec notamment d'anciens collègues de Napoléon, on apporte cette expertise dans tout ce qui va être gestion active. Et c'est comme ça que je rejoins le groupe en 2022. L'entité française voit le jour assez récemment, hein, finalement, il y a quelques mois maintenant. On a lancé donc une branche à Paris, voilà, pour pouvoir accompagner le développement en Europe des ETP. Mais donc, pour te faire un petit peu toute l'historique, Jérémy, à l'époque où moi je rejoins Attends, le. est-ce que tu peux, pardon, mais avant de nous faire Je t'en l'historique, prie. est-ce que tu peux nous expliquer très clairement, faire un petit point de définition? Gestion Oui. active, gestion passive. Tu parles d'ETP. Est-ce que tu peux nous préciser les différents types justement de ETP, ETM, ETN, pardon. Et puis, on entend aussi beaucoup parler des ETF. Est-ce que ça Complètement. t'embête de nous voilà, faire un petit point vulgarisation et Au définition contraire. pour ceux qui nous écoutent? Ouais, au contraire, c'est important. Alors, on va commencer par gestion active, gestion passive, parce que c'est le plus simple. Alors, gestion active, comme son nom l'indique, on va être sur un type de gestion où on ne va pas tout simplement suivre la performance d'un actif ou d'un panier d'actifs. Il va y avoir un impact, que ce soit un impact discrétionnaire, donc c'est-à-dire à la discrétion d'un gérant de portefeuille, ou systématique, ou algorithmique, on dit également comme ça, c'est-à-dire avec des impacts d'un algorithme de trading. Donc, il va y avoir un impact et des modifications de position. On ne va pas se contenter de répliquer la performance d'un actif ou d'un panier d'actifs. Un bon exemple, par exemple, si tu veux acheter de l'or, tu vas acheter généralement des ETF qui ont une exposition dite passive à l'or, c'est-à-dire que tu vas être exposé à la hausse et à la baisse aux variations de l'or. Si l'or perd 2%, tu peux t'attendre à perdre 2% de manière, voilà, une exposition passive. À l'inverse, sur une gestion active, l'idée, ça va être sur le long terme d'aller surperformer un indice de référence. Donc, par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas forcément réel, un exemple. Typiquement, quelqu'un qui voudrait s'exposer à l'or, mais qui voudrait surperformer l'or sur le long terme, on pourrait tout à fait imaginer un gérant de portefeuille qui irait de manière donc discrétionnaire augmenter ou réduire son exposition à l'or. Par exemple, réduire l'exposition sur les phases baissières, augmenter l'exposition sur les phases haussières pour essayer sur le long terme de surperformer son indice de référence. Et historiquement, le business des ETF, des ETP, c'est plutôt, enfin des ETP surtout crypto, historiquement, ça a surtout été un business d'exposition passive. C'est-à-dire qu'on allait donner une exposition 1 pour 1, si je puis dire, au cours de Bitcoin, de Ethereum, etc. Et donc, nous, on a souhaité apporter une expertise sur l'exposition active, sur la gestion active aux crypto. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, sur notamment voilà, comment est-ce qu'on a fait ça concrètement. Mais donc, voilà la différence entre gestion active et gestion passive.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ETP, hein, c'est le titre du jour. Alors, ETP crypto, en réalité, c'est un petit peu un raccourci. ETP pour Exchange Traded Products. Donc, c'est des produits qu'on peut échanger sur des marchés réglementés hein, qu'on connaît, Euronext, Euronext en Europe, Xetra en Allemagne. Et donc, c'est un petit peu un raccourci qu'on prend. C'est-à-dire que généralement, on parle d'ETP quand on parle d'ETP crypto. En réalité, les ETP, c'est une sorte de grande famille qui a des sous-familles. Et l'ETP, c'est la grande famille qui abrite les ETF, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, les ETC et les ETN. Alors, je vais te donner un peu les définitions des trois pour que tout le monde comprenne bien. Donc, l'ETF, c'est le format le plus répandu. C'est un fonds traditionnel qui permet une exposition à un panier d'actions avec soit une gestion passive, typiquement, je pense à des ETF S&P 500 qui permettent l'exposition au S&P 500, 1 pour 1. Donc, tu vas généralement avoir la performance de ton S&P moins les frais de gestion et puis éventuellement certains frais de réplication qui viennent de l'asset manager. Ça, c'est pour les ETF. Donc, c'est un fonds. Tu es propriétaire d'une part d'un fonds. Ensuite, dans cette grande famille des ETP, tu as les ETC. ETC, c'est pour Exchange Traded Commodities, généralement destinés et dédiés aux matières premières. Donc, par exemple, si tu veux t'exposer au cours du pétrole, par exemple, ou un panier de matières premières, généralement, ça va être wrappé, ça va être dans un véhicule et dans un format qu'on appelle un ETC. Et ensuite, tu as les ETN pour Exchange Traded Notes, qui sont en fait ce qu'on appelle, nous, les ETP crypto. La plupart des ETP crypto aujourd'hui sont des ETN. La grande différence, alors pour l'investisseur, il y a assez peu de différence d'un point de vue pratique. Ça s'achète et ça se vend exactement de la même manière sur un compte titre traditionnel. Donc, ça peut être auprès de ta banque, auprès de ton courtier, de la même manière dont tu achèterais une action ou un ETF. Donc, pour l'investisseur, d'un point de vue pratico-pratique, il n'y a pas de différence. La grande différence, c'est qu'un ETF, tu es propriétaire d'une part de fonds. Lorsque tu achètes un ETN, tu es propriétaire d'une note. C'est-à-dire que d'un point de vue structuration, la note est en fait une créance que te doit le véhicule émetteur adossé donc à ce que tu achètes. En très concret, très simple, si tu achètes 100 euros de Bitcoin ETP, en réalité de Bitcoin ETN, tu es propriétaire d'une note de créance, c'est-à-dire que la société émettrice te doit l'équivalent de ce que tu as acheté avec tes 100 euros de Bitcoin. Par exemple, si tes 100 euros de Bitcoin, on va simplifier les maths, imaginons que ça vale 1 Bitcoin. J'aimerais bien qu'un Bitcoin vale 100 euros, mais bon, ça, c'est un autre débat. Imaginons que ça vale, un Bitcoin vaut 100 euros. Si tu achètes pour 100 euros d'ETN Bitcoin, d'ETP Bitcoin, tu es propriétaire donc de 1 Bitcoin à un instant T. Qu'est-ce qui va se passer pour l'émetteur? Donc, l'émetteur, c'est l'asset manager. Ce qu'on appelle un émetteur, c'est celui qui va créer le produit. Au moment où tu vas passer ton ordre, alors ça passe par une chaîne, naturellement, tu ne passes jamais ton ordre directement auprès de l'émetteur. Toi, tu vas le passer via ton courtier qui lui-même va s'adresser à des market makers traditionnels. Le market maker va acheter ou vendre à nos côtés pour pouvoir répondre à la demande. C'est un faiseur de marché, c'est-à-dire qu'il s'assure qu'il y ait toujours suffisamment de notes ou d'actions sur le marché pour répondre à de la demande. C'est le métier du market maker. Donc, si toi, tu achètes tes 100 euros, le market maker va s'adresser à nous, je simplifie un petit peu la chaîne, et va nous dire, j'ai Jérémy qui a fait sa demande d'achat de 100 euros. Donc, nous, on va dire, écoute, c'est bien noté. Il y a plusieurs acteurs, bien sûr, qui passent dans cette chaîne-là. Nous, si tu veux, on reçoit l'équivalent en crypto-monnaie, donc on a dit pour faciliter un Bitcoin, qu'on va stocker en cold storage en permanence. Nous, on va stocker ça en cold storage. Et donc, on va noter dans notre comptabilité que Jérémy, et on lui doit l'équivalent de 1 Bitcoin jusqu'à ce qu'il décide un jour de sortir. Et donc, comment ça se passe? C'est que nous, on a le Bitcoin de Jérémy qui est rangé quelque part. Demain, tu veux vendre ce Bitcoin-là, mais il vaut plus 100 euros, il vaut 1000 euros. Et nous, en fait, tout simplement, on va vendre Bitcoin à ce prix-là. Et ton courtier, en fait, va te rendre tes 1000 euros avec donc ton profit. La différence, c'est que d'un côté, tu es dans les ETF, tu es propriétaire d'une part de fonds, donc qui va être d'un point de vue comptable l'actif, si tu veux, de l'émetteur, parce que c'est considéré comme un actif. Dans le cadre des ETP crypto, ça va être une créance donc qui est au passif de l'émetteur. Ça, c'est d'un point de vue technique pour bien comprendre la différence. En pratique, il y a, si je puis dire, aucune différence. Ça s'achète de la même manière.
C'est clair, mais en fait, moi, ce que j'avais compris, c'est que dans un ETF, l'émetteur du produit est propriétaire. Il détient réellement les actifs, alors que dans un ETN, en fait, il ne les détient pas. Et par conséquent, tu dépends de la solvabilité de l'émetteur. Dans le cas où il ne l'a Bonne pas, question. si lui fait faillite, bah, ta créance, bah, elle ne vaut plus rien, quoi. Excellente question. Que j'avais retenu, mais peut-être corrige-moi. Non, c'est une excellente question. Alors, aujourd'hui, la manière dont les ETP crypto et les ETN sont lancés, structurés, typiquement dans le cadre de DDA, donc il y a Deutsche Digital Assets Holding, qui est la boîte en Allemagne, nous, nos produits d'investissement ne sont pas lancés depuis ce véhicule-là, parce qu'effectivement, ce serait risqué. Parce que si tu lances un véhicule et que, bah, comme tu le dis, tu as une créance, mais que la boîte fait faillite, et ben dans ce cas-là, il y a un risque. Dans le cadre des ETP crypto, les véhicules qui émettent le produit sont des véhicules qu'on appelle des SPV dans la structuration. Donc, pour traduire, ce sont des véhicules à usage spécifique, hein, c'est la traduction littérale. Ce sont des véhicules qui n'ont qu'un seul objectif, c'est l'émission de ces produits. Donc, nous, on a un ETP, un véhicule, pardon, un SPV, qui est basé au Liechtenstein, comme d'ailleurs Vanek, c'est généralement soit le Liechtenstein, soit Jersey, c'est généralement les deux places pour lancer ce type de véhicule. Et donc, en fait, c'est ce véhicule-là, qui est un véhicule ségrégué, qui détient les cryptos, les créances, etc. Ce qui fait que demain, si DDA, maison mère, fait faillite, banqueroute, disparaît, le véhicule n'est pas impacté par cette faillite. Il y a cette ségrégation, en fait, si tu veux. Et il y a ce mur de Berlin, si je puis dire, cette muraille de Chine entre nos véhicules qui vivent leur vie de manière indépendante, qui n'ont qu'un objectif, c'est envoyer ou recevoir les cryptos de nos clients, pour simplifier le tout, et DDA Holding, qui vit sa vie en tant qu'entreprise. Donc, si tu veux, si DDA Holding venait à disparaître, en fait, les actifs seraient tout simplement récupérés auprès de nos véhicules sous-jacents s'il y avait, par exemple, un cas de liquidation. Donc, tu n'as pas vraiment de risque, il n'y a même aucun risque par rapport à la faillite de DDA en tant que tel ou d'un autre émetteur, parce qu'on fonctionne tous de la même manière. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose qui est importante, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'univers des ETF et des ETP d'ailleurs, tu as deux types de réplication. Réplication, qu'est-ce qu'on appelle réplication? Réplication, ça va être la manière de s'exposer à un actif ou un panier d'actifs. Typiquement, tu as deux types de réplication. Tu as ce qu'on appelle la réplication physique et la réplication synthétique. Réplication physique, qu'est-ce que c'est? Réplication physique, ça va être si tu achètes auprès de moi, je vais dire 1 kg d'or, par exemple, imaginons que je sois un émetteur d'ETF, eh ben, je vais aller acheter 1 kg d'or que je vais mettre dans un coffre. La réplication est dite physique parce qu'elle est adossée à un actif tangible physique. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle la réplication synthétique qui se fait via des dérivés. Par exemple, tu achètes 1 kg d'or à mes côtés. Moi, je ne vais pas aller acheter de l'or physique parce que je n'ai pas envie de le stocker. Ça peut être une raison. Je vais aller acheter sur des marchés, par exemple, un contrat d'exposition à l'or. Naturellement, on peut vite comprendre, il y a un risque quand tu fais de la réplication synthétique, c'est que tu t'exposes à la variation du contrat qui permet ta réplication synthétique. Parce que généralement, tu fais appel à des dérivés qui sont eux-mêmes des contrats un petit peu plus complexes et tu t'exposes à plus de risques d'émetteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la réplication physique, c'est devenu un petit peu la norme, notamment dans la crypto. C'est comme si, par exemple, au lieu, tous les ETP crypto, c'est important, enfin la plupart des ETP crypto, je veux dire, en tout cas tous les ETP crypto de DDA, propose une réplication physique. C'est-à-dire que pour un Bitcoin acheté par Jérémy, nous, on stocke un Bitcoin en pur dans notre cold storage. Ça aurait pu être différent, ça a d'ailleurs été le cas pendant pas mal de temps, au tout début des ETP crypto européens. Il y a eu de la réplication synthétique, c'est-à-dire que plutôt qu'acheter 1 euro de Bitcoin pour 1 euro de Bitcoin acheté par un client, on s'exposait à des contrats, par exemple, au niveau, par exemple, vis-à-vis du CME aux États-Unis, qui propose des dérivés d'exposition au Bitcoin. Et donc, aujourd'hui, il y a d'une part cette ségrégation des actifs entre les véhicules et les émetteurs, c'est déjà une super sécurité. Et puis deuxièmement, c'est de la réplication physique, ce qui fait que demain, il y a une liquidation, tout simplement, on va réattribuer à chacun sa crypto telle qu'elle est marquée dans nos comptes. C'est intéressant parce que tu vois, dans ce que tu nous dis, et merci encore une fois Avec d'être plaisir. ici là-dessus, on voit que la finance, avec un grand F, elle réagit aux crises, elle essaye de se structurer. Alors, on voit qu'il y a des rapports de force et que, évidemment, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais il y a quand même, on voit là, dans ce que tu nous dis, une volonté de se rapprocher le plus possible du réel
parce qu'il y a eu des décennies dans lesquelles eh bien, les gestionnaires d'actifs avaient tendance à décorréler le réel parce que on imprime de la monnaie n'importe comment, on fait des titres type subprime Ouais. avec de la tritisation. On sait aujourd'hui que les produits négociés en bourse basés sur l'or représentent 100 fois la quantité d'or réelle. Je dis 100, ça se trouve c'est 1000, hein, mais en tout cas voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à la quantité réelle d'or et la valorisation totale, le market cap de l'or financier, j'entends, il y a une décorrélation qui est massive. Donc, si demain tout le monde voudrait récupérer l'or qu'il pense détenir, ce ne serait pas possible. Ce serait pareil d'ailleurs pour les euros qu'on détient dans les banques. Voilà. Ça. Voilà, ce qu'on voit là, c'est cette décorrélation entre le réel et le financier. Mais il y a des efforts, tu nous dis là, Complètement. Et alors, ces efforts, ils sont contraints par le régulateur, ils sont contraints aussi sans doute par l'actualité. Après une crise financière majeure, les banques, on leur demande d'avoir des fonds propres plus importants, etc. etc. Donc voilà, il y a, j'ai le sentiment, en tout cas, une course un peu aux gendarmes et aux voleurs. M'en veux pas pour l'analogie. Non. Entre voilà, le voleur qui essaye de faire toujours plus flou et le policier qui lui dit bah non, en fait, voilà. Alors, donc, il y a une course qui se crée. Ouais. Et l'idée, c'est que c'est le consommateur, l'investisseur, finalement, qu'il faut qu'il soit le moins lésé possible et que le titre soit le plus transparent possible, quoi. C'est ça. Et on tend vers ça, tu penses, toi, sachant que ça fait quelques années que tu es dans la partie. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore, à ton avis? Qu'est-ce qui manquerait? C'est quoi la prochaine étape, selon toi, pour se rapprocher encore plus de la réalité, de la valeur réelle? Ouais. Alors, complètement d'accord, tu as complètement raison. Alors, sur la partie crypto, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui motivent tout ça. Bon, déjà, il y a la mise en place de régulations à l'échelle mondiale, européenne et puis ailleurs également, hein, MiCA, MiCA 1, MiCA 2 qui va arriver très rapidement. Puis pas mal également de régulations qui sont votées un petit peu près partout dans le monde, hein, le Genius Act il n'y a pas longtemps aux États-Unis, etc., etc. Donc, d'une part, il y a la réponse nécessaire d'asset manager à de la régulation qui est croissante, qui est plutôt une très bonne chose. Ça, on va dire, c'est la partie, si je puis dire, un petit peu contrainte et forcée, parce que il y a de l'audit, il y a de la régulation. Typiquement, les véhicules dont je te parlais, SPV, ce sont des véhicules qui sont audités. Nous, on a des auditeurs qui vérifient tout ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut et c'est d'ailleurs plutôt une très bonne chose. Donc, on a des comptes qui sont audités, on a des réserves qui sont auditées. Ça, c'est la partie, on va dire, technique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire? Et puis, je pense qu'il y a aussi une volonté de la part des asset managers crypto. Je pense aux gros leaders du marché, CoinShares, DDA, WisdomTree, Vanek, on les connaît. Quand on touche à la crypto, on a un devoir d'exemplarité qui est encore plus important qu'en finance traditionnelle. C'est un univers qui est encore peu connu, qui a une réputation qui n'est pas toujours très bonne, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a eu des cas sulfureux et parfois la réputation est justifiée, malheureusement. Donc, si tu veux, quand on compte grandir et grossir en tant qu'asset manager crypto, on se doit encore plus que les autres d'être transparent et d'être irréprochable. Donc, si tu veux, toutes ces améliorations-là, notamment le fait, par exemple, de montrer en direct les réserves de crypto pour les émetteurs d'ETF ou d'ETP, ça, c'est un pas de transparence supplémentaire. Il n'y a rien qui oblige, par exemple, un émetteur à mettre sur son site Internet qui détient X nombre de crypto dans son cold storage, mais c'est un acte de transparence parce qu'il y a un besoin de crédibilité, il y a un besoin de confiance vis-à-vis des investisseurs parce que un asset manager, qu'on le veuille ou non, dépend de ses investisseurs in fine. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut prendre soin et les chérir d'une certaine manière parce que on dépend, l'activité totale dépend de la confiance que nous accordent les investisseurs. Donc, je te rejoins, je pense qu'on va de plus en plus vers du contrôle, ce qui est très positif, très, très positif. Cela étant, on va quand même nuancer l'aspect positif, il faut toujours nuancer. En Europe notamment, on a MiCA 1 qui a commencé son application, puis on a MiCA 2 qui est déjà en cours de préparation, qui sera appliqué normalement dans la foulée. Je sais qu'il y a beaucoup d'asset managers français qui n'ont pas les ressources en interne, ressources financières, pour faire face à la complexité de certaines demandes de MiCA 1, MiCA 2. Parce que la régulation, quoi qu'il arrive, c'est un investissement pour un asset manager. On va dire que ce n'est pas juste un plaisir de se dire je vais respecter la régulation. C'est un investissement qui est colossal
en ressources humaines d'une part, parce que il faut en interne généralement avoir des personnes qui supervisent à temps plein les questions de régulation. Et puis, ça coûte beaucoup d'argent d'être un acteur régulé, parce qu'on a donc des avocats qui travaillent quasiment à temps plein. On a des coûts, des employés en interne, les coûts d'audit, etc. Généralement, ça coûte très cher. DDA a fait le choix d'être un acteur régulé. Alors, on a une de nos entités qui est régulée par la BaFin, le régulateur allemand, en tant que gérant de portefeuille, en tant que conseiller en investissement financier. On a tout un set, toute une série de licences allemandes. On fait ce choix-là de la régulation. C'est un choix qui coûte de l'argent, qui prend du temps. Mais nous, on a voulu aller vers ce chemin-là, qui est de toute façon un chemin qui va devenir obligatoire et nécessaire dans les années à venir. Néanmoins, il faut garder en tête et il faut nuancer que il y a certains acteurs qui n'ont pas les moyens de faire face à cette régulation. Et qu'est-ce que ça pourrait donner? Je ne dis pas que ce sera le cas, mais ça pourrait donner, des rachats par des sociétés étrangères, par exemple, de boîtes françaises, ce qui est toujours un petit peu dommage de perdre de la souveraineté, surtout quand on est en avance. Il faut savoir que l'Europe et la France, mais l'Europe surtout, on a été très en avance sur les ETP. Mais quand je te dis très en avance, c'est que les ETP européens crypto existent depuis quasiment 10 ans. Et pour autant, les ETF américains nous ont regardé un petit peu de loin. On a servi de bac à sable, c'est souvent le cas malheureusement. On a servi de bac à sable. Ils nous regardaient de loin et puis ils sont arrivés avec les ETF crypto en janvier de l'année dernière. Ils sont arrivés et puis si tu veux, en un an, ils ont dépassé ce que l'Europe avait pris 10 ans à construire. Donc la régulation, je suis à 100% pour, mais vraiment à 100% pour. Mais il faut nuancer pour pas qu'elle freine ou pour pas qu'elle expose à des pertes de souveraineté parce que ce serait dramatique. Alors, évidemment, dans tout ce que tu dis, j'ai envie de rebondir sur tout. Il y a plein de choses. C'est passionnant parce que moi, je reçois essentiellement des entrepreneurs dans l'émission et ils tiennent peu ou prou le même langage. Pas tant justement sur la régulation des fonds et des fonds de fonds, mais sur la régulation ne serait-ce que des acteurs et des prestataires de services sur actifs numériques. Donc maintenant, on les appelle les CASP. Avant, c'était les PSAN. Et ils tiennent à peu près le même discours que toi. Comment trouver le juste milieu entre la régulation et la protection du consommateur avec l'innovation et la souveraineté. Bon, ça, c'est un débat évidemment qui intervient quasiment systématiquement dans l'émission entre ceux qui décident de délocaliser à l'étranger, ceux qui décident d'abandonner parce qu'ils ne peuvent pas faire face justement aux acteurs étrangers, etc. Donc, on y revient très souvent et donc, je peux que partager ça. En revanche, bizarrement, et là aussi, je te dis mon sentiment, c'est que j'ai moins de… Bizarrement, j'ai moins de compassion pour un gestionnaire d'actifs dans la finance qui va finalement être fondé essentiellement sur de la spéculation, des produits structurés, etc., qu'avec un entrepreneur. Et encore une fois, je sais que tu ne vas pas le prendre personnellement, mais non. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent vont se dire, bon, ça va, les banques, ça fait, je sais pas moi, ça fait 100 ans que vous prenez des frais comme pas possible, que vous êtes à l'origine ou pas loin des grandes crises financières de ces dernières années, etc. La régulation, j'ai l'impression qu'elle est très accepté par le consommateur quand il s'agit de réguler la finance. On se rappelle de François Hollande qui se fait élire sur la finance, c'est mon ennemi. Tout ça, c'est assez populaire, à tort ou à raison d'ailleurs. Alors que c'est vrai que cette régulation contre les entrepreneurs, je ne parle pas de taxer les riches. Là, c'est de la fiscalité. Ça aussi, c'est très populaire. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la régulation qui fait qu'un entrepreneur va soit partir, soit faire faillite, etc. Là, par contre, voilà, j'ai l'impression que c'est plus facile à défendre ça que ce que tu viens… Tu vois ce que je veux te dire? Comment vous arrivez, vous? Est-ce que vous faites un peu de lobby, justement, de lobbying auprès du régulateur pour essayer de défendre votre cause? Et est-ce que lui aussi, il a le même avis un peu intuitif que moi en disant, écoutez les gars, vous avez les cordons de la bourse de l'économie avec vos produits. Si c'est mal foutu, ça peut créer une crise systémique entre les banques, les compagnies d'assurance, les acteurs, les chambres de compensation, etc. Donc vous n'avez pas le droit à la parole. Admettons, on peut peut-être écouter le petit entrepreneur qui va développer sa startup. Est-ce que ça existe, ce que je te dis, ou est-ce que c'est moi, je me fais une idée? Non, alors, ce qui est pas facile, si tu veux, donc, dans Asset Manager, je vais dire, il y a 2 types d'Asset Manager. Tu vas avoir les gros géants, je pense Amundi, en France, BlackRock aux US, où là, effectivement, ils ont les moyens de faire face à la régulation et c'est même bien qu'il y ait de la régulation. Et puis après, tu vas avoir des plus petits Asset Managers. Bon, DDA fait partie, par exemple, de ces
plus petits asset managers, où nous, on est… alors moi, je dis souvent que notre aventure chez DDA, c'est aussi une aventure entrepreneuriale quasiment, dans le sens où pour un asset manager, voilà, il faut grossir. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des géants. Et pour autant, on a des contraintes de régulation, etc. Donc, là-dessus, je ferai le distinguo, si tu veux, entre ces deux catégories d'asset managers. Maintenant, par rapport aux relations avec le régulateur, c'est assez marrant parce que ce que tu disais sur les asset managers, qu'il y avait de la réaction face aux crises, en fait, c'est bizarre, mais les régulateurs financiers réagissent de la même manière. C'est aussi souvent, très souvent, de la réaction face à des problèmes qui ont eu lieu avant. Alors, je ne fustige pas le travail des régulateurs parce que ce n'est pas facile de réguler les marchés financiers. Et puis, on a plutôt de bonnes relations, nous, notamment avec la BaFin en Allemagne, qui est notre régulateur numéro 1. Donc, on a des relations et des échanges quasiment permanents avec eux, ce qui est plutôt une bonne chose. Cela étant, ils réagissent beaucoup aux crises de la même manière que nous, on le ferait. C'est-à-dire que typiquement, il va se passer un événement XY. Pourquoi est-ce que le régime PSAN, CASP a accéléré, on va dire, ces dernières années? C'est en grande partie, pourquoi? C'est suite à des FTX-like. C'est suite à ce genre de problème où on s'est rendu compte, attendez les gars, on a des investisseurs qui achètent, des particuliers, qui achètent des cryptos sur des exchanges, qui n'ont pas vraiment de licence parce que FTX, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était aux Bahamas, tu vois. Voilà, c'était incorporé aux Bahamas. Binance, c'est incorporé, on ne sait jamais vraiment où. C'est un bel exchange, mais ça va. Un peu de Delaware, il doit y avoir aussi un peu de deal britannique. Ça varie selon les jours, tu vois. Et tu vois, ils sont intelligents parce qu'ils créent des entités, en fait. Il y a une entité Binance en France qui est régulée en France. Donc voilà, mais c'est vrai que si tu vas aller taper le siège social, oh là là, bon courage. Bon courage. Il faut envoyer Élise Lucet, tu vois, c'est la seule peut-être. Ouais. Retracer les… Exactement, parce que c'est un parcours du combattant. Mais donc, tu vois, ils ont réagi, en fait, suite à tous ces problèmes-là, en disant, il nous faut un régime. Donc, le régime PSAN, en premier temps. D'abord, l'enregistrement PSAN, qui était l'étape numéro 1. Puis maintenant, l'agrément PSAN, qui arrive maintenant, qui n'est pas facile à obtenir d'ailleurs. Il y a beaucoup d'acteurs enregistrés PSAN qui ne passeront sûrement jamais le pas à l'agrément, ce qui est d'ailleurs ce qui est un peu triste, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui ne vont plus pouvoir exercer à un moment donné. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, si tu veux, le régulateur réagit souvent à des problèmes que lui n'a pas toujours anticipés. Parce que surtout quand on parle de crypto, il faut imaginer que c'est un marché nouveau. La plupart des régulateurs, que ce soit AMF, BaFin, FCA au Royaume-Uni, ils n'avaient pas d'équipe crypto avant il y a quelques années. C'est-à-dire que ça leur tombe dessus, on leur dit, les gars, on va recruter des bonhommes qui comprennent à peu près ce que c'est, et il va falloir pondre une régulation qui n'existe pas. C'est un marché qui est tout jeune, qui n'est pas encore tous les jours très mature. Donc, si tu veux, il faut se dire que le régulateur a pris beaucoup de retard parce que ça s'est développé sans régulation. Là, ils essaient de rattraper leur retard. Alors, est-ce qu'ils écoutent? Oui. Globalement, je vais parler des deux régulateurs avec qui on a échangé, BaFin et AMF. Ce sont deux régulateurs qui sont plutôt pro-business quand il s'agit de crypto. Ça, je ne peux pas leur reprocher. L'AMF a toujours soutenu. C'était le cas notamment à l'époque de Napoléon, quand ils ont obtenu leur licence AIFM. L'AMF a toujours fait preuve d'assez d'innovation et d'écoute sur les sujets crypto. Ça ne veut pas dire que ça va vite, parce que c'est long avec les régulateurs, mais ils ne ferment jamais la porte à de l'innovation. Et ça, c'est plutôt un point très, très positif. Ça n'a pas été le cas de tous les régulateurs. Je pense notamment aux régulateurs suisses, où ça n'a pas toujours été le cas, ou à certains régulateurs, notamment en Europe de l'Est, Estonie, etc., où c'est pas toujours simple d'avoir des conversations avec eux. La BaFin et l'AMF, par exemple, sont toujours à l'écoute dans tout ce qui est innovation. Nous, on a des échanges directs avec eux. Et puis, par exemple, DDA était membre pendant pas mal de temps de l'ADAN. Je ne sais pas si tu les as déjà reçus ou pas sur ton émission, mais l'ADAN, qu'est-ce que c'est? C'est l'Association de développement pour les actifs numériques. Donc, c'est une association française et puis un peu plus, je dirais quasiment européenne maintenant. Ils essayent de s'étendre un petit peu partout en Europe, qui a pour but de soutenir le développement des entreprises crypto, blockchain en règle générale, pas que de la gestion de portefeuille. Ça va être blockchain au sens beaucoup plus large. Avec des relations avec notamment les gouvernements, les régulateurs, etc. Ils font un travail colossal qui est franchement le bienvenu. Donc, on a été membre pendant pas mal de temps de l'ADAN et on a pu, à notre échelle, apporter des petites pierres sur l'évolution de la régulation, l'évolution de l'approche de nos États sur les sujets crypto. C'est un sujet qui est capital. Ça avance pas assez vite à mes yeux, ça avance jamais assez vite, là où les États-Unis font un choix différent, qui est le choix parfois d'une forme de dérégulation pour accélérer l'adoption. Nous, si tu veux, en Europe, je ne dis pas qu'il y a un modèle meilleur que l'autre, ça se défend des deux côtés. Nous, on fait l'approche de dire on régule et ensuite on pousse l'adoption.
les États-Unis disent on fait adopter, puis ensuite on régulera. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ça, c'est faire un peu d'anachronisme parce qu'il ne faut pas oublier quand même que pendant 10 ans, les États-Unis, ils ont été plutôt on régule, on tape sur tout le monde, on lance des enquêtes sur tout le monde, etc. Donc, le fait de dire que les États-Unis, c'est on laisse les gens innover, après on verra pour investir, ça a 6 mois dans l'écosystème crypto. Trump, il ne vient pas. On en est encore à toutes les grosses boîtes. J'avais fait la liste à l'époque, mais elle est longue comme le bras. Toutes les grosses boîtes américaines sont sous le coup d'une enquête de la SEC, avec Ripple en premier, tu vois. Ouais, Ripple, Coinbase, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Kraken, OpenSea, on peut tous les nommer. Et avec des coûts par millions en frais d'avocat, etc. Donc, en fait, ça aussi, il faut que les gens comprennent. Quand on dit, ouais, en Europe, c'est on régule. Aux États-Unis, c'est mieux, on fait ce qu'on veut et tout. Non, ça, c'est Trump. Parce qu'avant Trump, à l'époque de Gary Gensler, à l'époque de Biden, à l'époque de tout ça, demande aux entreprises américaines, ils vont te dire, non, nous, on a… voilà, l'avantage quand même, c'est qu'ils ont accès à un marché de capitaux qui est beaucoup plus important que le nôtre. Ça, c'est évident. Donc, ils ont plus facilement accès à des financements. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, sur l'aspect réglementaire, c'est quand même très récent, cette dérégulation. Tu as complètement raison. Quand ils décident de passer le pas, il y a 1 an, grosso modo, avec les ETF, quand ils décident de passer le pas, ils le font d'une manière différente. Ce qui est dommage parce que je me bats un peu au quotidien pour ça. On a été vachement avant-gardiste en Europe. Il y a des boîtes crypto au sens large, blockchain également, qui se lancent en France, mais des boîtes superbes. Et quand les États-Unis décident d'enclencher la machine, ils le font très agressivement par une forme de dérégulation. Voilà, il y a 1 an, ils ont dit allez, on y va, parce que effectivement, on a le président Trump qui lui a une approche plutôt pro-crypto, il a une approche pro-argent en règle générale, donc il a compris qu'il y avait de l'argent à aller chercher sur cette industrie et des entreprises à attirer, ça part de là aussi. Donc globalement, quand ils décident d'attaquer, ils le font plus agressivement par de la dérégulation et puis par une consommation qui est très importante, comme tu dis. Ils sont plus nombreux, déjà d'une part, ils ont un marché qui est assez costaud, et puis il y a une forme d'incitation à la consommation permanente. C'est le pays du crédit, c'est le pays tu peux payer en 12 fois si tu veux, mais à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas au restaurant maintenant, tu peux payer ton restaurant en 3 fois sans frais, ce qui est lunaire. Moi, je trouve ça effrayant. J'ai un avis très tranchant sur ça parce que qu'on comprenne des crédits pour des choses, l'immobilier, etc., je l'entends parce qu'il faut accéder à de l'argent qu'on n'a pas toujours. Par contre, le crédit à la consommation, moi, j'en suis profondément effrayé parce que c'est le meilleur moyen de mener à des grosses catastrophes financières. Bon, c'est un sujet très large aussi. Mais donc voilà, il y a un côté un petit peu incitation à la consommation qui pousse et qui fait que les entreprises grossissent très vite. Et bon, c'est comme ça, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Moi, j'aime bien la régulation. Je pense qu'il faut quand même protéger l'investisseur. On en a parlé plusieurs fois aujourd'hui parce que c'est un marché qui est nouveau et qui est difficile. Cela étant, pour les entreprises, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Je vois, c'est intéressant. Alors, on va avancer un petit peu, mais encore merci, Romain. Vraiment, cette discussion, elle est vraiment intéressante. Donc, toi, tu navigues un peu entre AMF, BaFin et tout. Ma prochaine question, c'est ça. On parle souvent de la comparaison des réglementations et des régulateurs entre les États-Unis et l'Europe, mais au sein même de l'Europe, il y a des différences. Notamment, on peut parler de l'enregistrement MiCA, dans lequel on a des pays qui les distribuent assez facilement, en tout cas comme Malte par exemple, et d'autres pays où c'est plus difficile. Alors, je ne sais pas si c'est plus difficile ou est-ce que parce qu'il y a moins de personnel, donc forcément, il y a le temps d'analyser les dossiers, ça prend plus de temps. Mais on a quand même des boîtes qui décident d'ouvrir les bureaux à Luxembourg ou comme Coinbase récemment ou à Malte, parce que là-bas, ça a été plus facile et plus rapide d'obtenir l'agrément. Donc, on voit qu'il y a, en plus d'une concurrence internationale, il y a une concurrence à l'intérieur de l'Europe. Et comme toi, tu connais BaFin et AMF, vraisemblablement, est-ce que sur ces 2 exemples, ou si tu en as d'autres, avec plaisir, tu vois aussi que les États, sous couvert d'harmonisation réglementaire, en vérité, se tirent un peu la bourre pour attirer les talents chez eux. Est-ce que tu le vois, toi, par exemple? Ouais, à 100%. Alors, AMF, BaFin,
rentre dans ce que j'appelle, moi, et alors c'est pas une critique envers les autres régulateurs, hein, parce que je les connais pas tous, mais ça rentre dans la catégorie de ce que j'appelle les régulateurs sérieux, ou du moins aux yeux des investisseurs, ce qui sont considérés comme des régulateurs sérieux. Alors, je te rejoins à 100%. Effectivement, il y a certains pays de l'Union européenne, Malte, hein, pour ne citer que, qui ont distribué pas mal de licences MiCA ces derniers mois. Alors, à nuancer, parce qu'ils sont en train un petit peu de se faire tirer les oreilles. Il y a certaines boîtes à qui la licence a été retirée après avoir été donnée parce qu'on s'est rendu compte, enfin on va dire le gendarme européen s'est rendu compte que les licences étaient données un petit peu n'importe comment, parfois, qu'il y avait des choses très basiques qui n'étaient pas respectées. Donc oui, il y a un petit peu cette guéguerre entre les différents régulateurs, mais en fait qui est un échelon au-dessus, hein, du régulateur, qui est en fait qui touche notamment aux États en règle générale, qui ont envie d'attirer des boîtes crypto, par exemple, dans leur juridiction. Donc c'est un échelon au-dessus, à mes yeux, que le régulateur, c'est carrément les États qui veulent attirer des entreprises et donc qui, de manière assez parfois assez maladroite, hein, mais ils doivent dire au régulateur, eh ben, écoute, tu vas être un petit peu plus cool que ton voisin, comme ça les boîtes crypto vont venir s'incorporer chez nous et puis on pourra toucher la fiscalité associée. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Cela étant, oui, il y a de la différence entre les régulateurs. Aujourd'hui, si tu veux être régulé MiCA en France ou en Allemagne, ça va te prendre très longtemps, peut-être même plusieurs années pour les projets. Ça peut prendre très, très longtemps. Je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que l'AMF, par exemple, pour ne citer que l'AMF a une bonne réputation. Les asset managers français, la régulation française a une forte valeur aux yeux des investisseurs. Là où parfois, des fonds maltais régulés à Malte ont une réputation un petit peu moins bonne aux yeux des investisseurs professionnels. Donc, il y a une différence énorme entre les différents régulateurs. Alors, c'est censé être harmonisé avec MiCA. En toute honnêteté, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore harmonisé du tout. Mais c'est censé être harmonisé par MiCA, c'était tout l'objectif. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et donc, certaines boîtes font le choix d'un régulateur un petit peu plus flexible pour des questions de rapidité d'exécution. Nous, chez DDA, on est régulé par la BaFin, ça se passe très bien. C'est des licences qui sont difficiles à avoir et difficiles à maintenir parce que c'est important de mentionner aussi, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la question réglementaire, les licences, on les obtient, mais surtout, il faut les garder. Parce que tous les ans, c'est des contrôles pour voir est-ce qu'on mérite de garder. Et ces contrôles-là sont presque aussi difficiles que les contrôles pour les obtenir. Parce que nous, tous les ans, on a des rendez-vous avec la BaFin et on s'assoit, on présente un business plan, on présente nos objectifs. Si jamais la BaFin considère que ce n'est pas assez solide, ils vont nous dire, voilà, il faut corriger ça, il faut corriger ça. Et garder les licences est presque tout aussi compliqué que les obtenir. Donc, c'est un travail permanent, mais on est plutôt heureux de le faire parce que des entités régulées en Europe, il n'y en a pas 50 000 dans l'univers crypto. Hein, et on fait partie des quelques asset managers régulés par un régulateur entre guillemets sérieux. Hein, ce n'est pas une critique des autres régulateurs, mais sérieux, avec une réputation sérieuse. Et donc, on est plutôt fiers de cette licence. Ouais, tu m'étonnes. Bon, alors justement, dernière petite question, hein, c'est le choix de la France. Donc, à la base, vous êtes historiquement allemand. Là, vous décidez de vous implanter en France. C'est quoi les défis, les challenges et pourquoi ils ont choisi la France plutôt qu'un autre pays, typiquement? Alors, là-dessus, on peut prendre un petit pas de recul sur l'univers des ETF en règle générale. Parce que les ETF américains font qu'aujourd'hui, on parle des ETP crypto. Ça a attiré un peu les projecteurs dessus. En fait, si tu veux, le développement des ETP crypto suit bon an, mal an le développement des ETF en Europe. Il faut savoir qu'il y a certains pays d'Europe, l'Allemagne par exemple, où l'adoption des ETF est déjà très, très avancée. C'est avant tout culturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on a, il me semble, en Europe, le record d'asset managers. On a beaucoup d'asset managers, même des tout petits, qui ont généralement lancé des fonds plus type fonds OPCVM. Tu sais, qui respectent ce qu'on appelle OPCVM, c'est la réglementation UCITS. C'est un type de fonds d'investissement très encadré, très régulé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Les OPCVM, c'est des organismes collectifs qui permettent notamment d'intégrer des assurances vie en France. Exactement. C'est ce que tu retrouves généralement dans ton assurance vie. Ça va être des fonds dits UCITS, UCITS, qui est la traduction littérale de OPCVM en anglais. Et ce sont des véhicules très réglementés. Nous, en France, on a beaucoup d'asset managers. On a un record d'asset managers. Il me semble que Paris, c'est une des villes avec la plus de concentration. On peut citer tout ce qui est Carmignac, Financière. Voilà, Carmignac, exactement. Donc, quand vous allez dans votre assurance vie, vous pouvez choisir soit un fonds en euros,
soit des unités de compte. Et dans les unités de compte, vous avez, alors soit c'est votre banquier qui s'en occupe et vous ne gérez pas, soit vous pouvez choisir des unités. Et là, vous avez des fonds qui sont émis, structurés par des gestionnaires d'actifs. J'en ai cité quelques-uns. Voilà. Exactement. Exactement. Il y en a, voilà, même les grandes banques ont généralement une division asset management. Tu peux avoir des fonds BNP, des fonds XY. Donc, et donc ça respecte la réglementation UCITS. Et donc, si tu veux, nous, culturellement en France, on a une énorme concentration d'asset managers. C'est une des plus grandes concentrations dans le monde d'asset managers. Ce qui fait qu'historiquement, on lance des fonds, mais des fonds au sens OPCVM. Et on n'a jamais vraiment aimé lancer des fonds type ETF pour une raison simple, c'est qu'un ETF coûte beaucoup moins cher et donc rapporte moins d'argent, pour parler de manière très, très directe, sans filtre. Non, mais Et donc, on parle sans on filtre. est là pour ça, on est là pour ça. Donc, ça rapporte moins d'argent de lancer un ETF. Généralement, si tu veux, par exemple, un ETF voilà, qui te donne une exposition aux actions américaines, tu vas payer généralement entre 30 et 35 points de base. Tu vois, donc, ça ne coûte pas très cher, 0,35%. Là où un fonds OPCVM que tu vas loger dans ton assurance vie, généralement, bon an, mal an, la même chose, tu vas payer 2% de frais de gestion parce que les coûts de maintenance d'un OPCVM sont plus importants, etc., etc. Et donc, ce qui fait qu'historiquement, en France, par exemple, on n'a jamais vraiment adopté les ETF. C'est en train d'arriver petit à petit, de part, et ça, il faut rendre à César ce qui est à César, de par une forme de démocratisation de la finance par certains influenceurs. Il n'y a pas que des mauvais influenceurs, il y a de très bons influenceurs qui sont essentiels au développement pédagogique de la finance. C'est super important. Et donc, petit à petit, en France, on a un développement des ETF. Là où, par exemple, pour faire la comparaison, pour que les gens comprennent bien, en Allemagne, il y a très peu d'asset managers. Il y en a des gros, Allianz, tu vas avoir Deutsche Bank qui, à travers DWS, sa filiale asset management, fait de l'asset management, mais tu as très peu d'asset managers. Par contre, tu as énormément de conseillers financiers. Et en fait, quelle est la conséquence? C'est que le conseiller financier, pour la bonne performance de son client, il va favoriser de l'ETF qui coûte moins cher. Donc, historiquement, le développement des ETF a été très rapide en Allemagne et très lent en France, pour comparer ces deux pays. Eh bien, les ETP, crypto en l'occurrence, suivent quasiment la même courbe d'adoption. C'est pour ça que nous, on est incorporé en Allemagne. La boîte a été fondée en Allemagne, où il y avait déjà une adoption des ETP crypto qui était assez importante par rapport à la France. Et la décision de lancer un bureau à Paris, c'est que l'adoption des ETF et des ETP est en train d'arriver. Et donc, on veut accompagner, si tu veux, cette vague-là d'adoption qui passe par de la démocratisation financière. Et on essaye d'accompagner cette vague-là, en France et pas que d'ailleurs, sur tous les pays francophones, parce que la Suisse est un pays où il y a la Suisse francophone et la Suisse germanophone d'ailleurs, c'est un pays où il y a beaucoup d'adoption crypto. Les pays nordiques également s'intéressent de plus en plus, la Belgique, le Luxembourg. Et donc, le bureau à Paris, si tu veux, c'est pour avoir un peu ces deux pôles franco-allemands ou germano-français, si on ne veut pas les vexer, ces deux pôles-là, pour avoir un ancrage fort sur l'Europe, tout simplement, avec l'Allemagne où c'est déjà avancé, et puis la France où c'est en cours d'adoption. Donc, la raison, elle est très pratique. On suit la demande. C'est la base de notre métier. Il faut suivre la demande. Et donc, à partir du moment où il y a de la demande sur la France, les pays francophones, on souhaite l'accompagner. C'est aussi simple que ça, mais tu vois, ça suit une adoption du format, si je puis dire. Ok, très clair. Et donc, toi, aujourd'hui, donc, tu es dans les bureaux à Paris. Et c'est Ouais. quoi, ce sera ma dernière question, c'est quoi tes chantiers là, avec qui tu dois parler principalement quelles sont les barrières que tu vas devoir lever? Est-ce qu'il y a une concurrence importante là-dessus et comment tu vas essayer de te différencier? Enfin, voilà, vraiment un peu ta lettre de mission et ta boîte à outils qui doit te permettre justement de permettre à DDA de gagner des parts de marché en France. Et là, vraiment, très concrètement, qu'on comprenne un peu ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Ouais, carrément. Alors, très concrètement, nous, si tu veux, on souhaite accompagner les intermédiaires financiers. C'est généralement le meilleur axe de développement pour nous. Qu'est-ce qu'on appelle intermédiaire financier? Ça va être des banquiers privés, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques plus traditionnelles qui souhaitent donner accès à de la crypto à leurs clients, mais qui ne sont pas asset managers eux-mêmes, qui n'ont pas les véhicules d'investissement eux-mêmes. Donc, si tu veux, moi, une grande partie de mon travail sur la France, ça va être de tisser du lien avec des acteurs, des grandes banques privées françaises, des asset managers, des family office,
pour leur offrir cette exposition crypto dans un cadre qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Hein, c'est un cadre régulé, c'est accessible via compte titre. Donc, c'est des véhicules qu'ils connaissent. Et une grande partie de mon temps, ça va être tisser des liens avec tous ces acteurs. Et puis répondre aussi à des demandes qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Hein, c'est normal, on a des cultures d'investissement qui sont un petit peu différentes. Donc, répondre à cette demande-là, ça va être la grande partie de mon temps. Et puis voilà, et puis couvrir globalement un petit peu toute la partie francophone. Puis j'aime bien Paris aussi, donc je suis ravi qu'on ait ouvert un bureau ici. Je ne sais pas si tu connais Francfort. Bon, il y a peut-être des gens qui adorent Francfort dans le public. J'aime la saucisse de Francfort. Peut-être qu'ils aiment, voilà. Moi, je ne suis pas très fan de Francfort, mais c'est un autre débat. En Parce tout cas, que voilà. là-bas, tu as vécu là-bas pour le… Alors non, moi, j'ai jamais vécu là-bas. Par contre, on fait des allers-retours fréquents pour voir l'équipe là-bas. D'accord. Bon, c'est une ville qu'il faut aimer, on va dire. Moi, je suis pas très fan. Non, mais Je préfère Paris. Voilà. À part Berlin, si tu veux faire la fête, il y a peu de personnes qui sont parties. Francfort, c'est particulier. Voilà, c'est déjà Francfort, c'est particulier. ne serait-ce que pour la bouffe. Hein. C'est vrai que quand tu es habitué à la bouffe française, c'est vrai qu'il y a des différences. Mais en tout cas, voilà, nous, si tu veux accompagner le développement en France, des acteurs qui ont besoin de s'exposer. Et puis également un point, et on pourra terminer là-dessus, bon, on pourra en parler des heures, hein, mais on a une activité, nous, DDA2TP, c'est notre activité première. Et puis on a aussi une activité de marque blanche sur laquelle qu'on essaie de beaucoup développer ces derniers temps. Marque blanche, qu'est-ce que c'est? C'est pour des boîtes, des banques, des exchanges crypto qui voudraient lancer leur propre TP, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils manquent de temps ou qu'ils n'ont pas les compétences en interne. Et ben nous, on les accompagne sur le lancement de leur propre TP. Et ça, c'est une activité aussi qui plaît beaucoup, notamment sur certains acteurs français, des acteurs des pays nordiques, etc. On les accompagne sur le lancement de leur ETP. Donc voilà, je chapeaute un petit peu le développement commercial de toutes ces activités-là. Il y a beaucoup de travail, on se développe et puis voilà, on bosse dur, c'est important. Ok, bah écoute, on peut te souhaiter évidemment que de réussir, évidemment. Plein de belles choses pour toi. Merci d'être venu. Merci Jérémy, merci à toi. Un peu ton parcours et nous expliquer voilà, un peu l'envers du décor de ces ETP, ETN, ETC, ETF. Ouais. Normalement, après ça, tout ça n'a plus de secret pour vous. Merci encore, Romain. Merci à toi, Jérémy. Très belle journée et puis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bien, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne. Pour ça, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site Bento que vous trouvez en commentaire, dans lequel vous avez tous nos réseaux auxquels vous pouvez vous abonner. Vous avez également tous les liens et les adresses qui vous permettent de nous aider, de contribuer à la chaîne, soit en crypto, soit en euros. Ça nous aide énormément. N'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo et de mettre un commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouvelles émissions de GM Web3. Est-ce que je vous donne le programme? Oui, je vous donne le programme. Mardi, je vais recevoir mon ami Cédric Nicolas, un ancien de la H-Graph Fondation, donc la blockchain Hedera, qui est spécialisé et vraiment un expert sur la blockchain dans les pays émergents et notamment en Afrique. Donc, ça va être absolument passionnant de voir les use cases de la blockchain dans les pays africains et notamment maghrébins, mais pas seulement. Vendredi, je recevrai l'une des personnes que je préfère dans l'écosystème, voilà, je vous le dis, c'est Jean-Jacques Kiskater, qui est un des plus grands cryptographes européens, belges. Il nous fait le plaisir de venir régulièrement sur la chaîne et on va parler avec lui évidemment du risque du quantique. On va parler de plein de sujets absolument passionnants. Je vous rappelle qu'il est l'un des seuls à être mentionné dans le white paper de Satoshi Nakamoto pour ses travaux justement sur l'horodatage. Donc vendredi matin, ne manquez pas cette émission en direct. Et puis, je recevrai également, après Jean-Jacques, Irène Méoni, qui vient d'éditer un livre, un ouvrage sur la gestion de patrimoine pour les entreprises liées aux crypto-monnaies. Donc là aussi, des discussions passionnantes. J'espère que vous serez là. Moi, en tout cas, je serai là à 10h comme d'habitude. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis, prenez soin de vous. Ciao!